Aurélie, je suis ravi de te recevoir. C'est un profil un peu particulier qu'on reçoit aujourd'hui. Je pense que les gens ont jamais entendu de préparation cérébrale. Même moi, si je dois être complètement honnête, je n'avais pas entendu parler de ça avant de te suivre, de te rencontrer. Donc je suis très heureux déjà de te recevoir ici et je vais t'expliquer un petit peu, ce vers quoi j'aimerais t'emmener, à quoi j'aimerais discuter. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu te présentes toi-même, s'il te plaît. Alors tout d'abord, je suis ravie d'être là aussi, pour ce podcast. Donc moi, je m'appelle Aurélie Lamy, je suis, préparatrice cérébrale de sportifs de haut niveau, avec une forte, spécialité sport auto et rugby aussi plus globalement. Alors je suis différents athlètes, mais on va dire principalement rugby et sport auto. Trop bien. Ah, des exemples de pilotes ou d'équipes de rugby ou de joueurs de rugby que tu as suivis? Alors, au niveau des pilotes, on va dire que ça va faire, 15 ans que je suis dans le sport auto, donc j'ai un peu couvert toutes les, catégories. J'étais référente de la Fédération française des sports automobiles, donc j'ai eu, la chance d'avoir, Pierre Gasly, par exemple, en équipe de France quand il avait, 16-17 ans. J'ai couvert un peu tous les pans du sport auto, que ce soit le Dakar, que ce soit la monoplace, là je suis en F2 cette année. On évite généralement de citer trop de pilotes, surtout dans le sport auto. Oui. C'était en Formula I, en GT, voilà, j'ai vraiment couvert un peu tous les pans, du sport auto. Le rallye aussi en WRC avec, Pierre-Louis Louben notamment. OK. Donc voilà. Trop bien. Et pardon, Et oui, rugby, oui. pardon. Et au niveau du rugby, non, voilà, dans les grandes expériences que j'ai pu avoir, donc le rugby, j'étais consultante pour l'équipe de France auprès de Fabien Galtier. Quelquefois, notamment en amont de la préparation de la coupe du monde. Voilà, j'ai été consultante pour l'équipe d'Arsenal aussi en football. Et OK. puis au niveau des joueurs, donc là, c'est su, hein, sur les joueurs de top 14, mais j'accompagne par exemple Lenny Mouchine, voilà, du Du MHR. MHR. Je travaille avec Diego Jure aussi, futur, grand talent, de La Rochelle. Actuellement grand talent, on peut dire. Voilà, donc je travaille avec différents joueurs et voilà et en tant que consultante aussi. Trop bien. Tu me mets des étoiles dans les yeux et surtout, il y a derrière l'écran que tu vois pas, il y a Louis, mon associé qui écoute ça, qui est fan, mais avant le rugby, de Formule 1 et d'Arsenal. Donc là, il m'a fait des grands yeux comme ça, il est c'est 2 sujets prioritaires avant tout dans la vie, donc là, tu viens d'éveiller sa curiosité pour Eh la bah, prochaine. écoute, il est bienvenu sur circuit si j'arrive à obtenir une place. Les places sont chères. Voilà, il est le bienvenu. Il est d'accord. Alors, avant de commencer l'épisode et en cette période de début de saison, on voulait vous reparler de notre partenaire de cœur, Sport l'appli des clubs qui grandissent. Vous le savez, Sport est implanté dans 12 000 clubs au total et c'est vraiment dans cette période de rentrée que l'application prend tout son sens. C'est une période chargée pour les clubs. Les calendriers, les communications, les convocations, le paiement des licences, tout ça est centralisé dans un outil simple et efficace. Et ils viennent de sortir 2 nouvelles fonctionnalités que les clubs leur avaient demandées. D'abord, la possibilité d'importer les championnats en quelques clics. Le calendrier pour toutes les équipes et pour toute la saison est prêt en 5 minutes. Et enfin, la fonctionnalité sondage dans les messages, disponible au sein de chaque équipe et aussi pour les dirigeants. On est ambassadeur de Sport Easy et c'est pas un hasard. Essayez, ça va vraiment changer la vie de votre club. Et en venant de notre part, petit bonus, vous aurez une belle remise de 20% sur la première année. Allez-y. Ah, avant qu'on vienne à tout ça, tu peux m'expliquer rapidement, comment on devient préparatrice cérébrale? Est-ce que ça existe, réellement ce poste ou c'est un intitulé que tu t'es donné à toi-même? Ton cheminement un peu juste d'abord, on va faire ton parcours, comment tu en es arrivé là, mais avant ça, qu'est-ce que la préparation cérébrale et comment tu la définirais? Alors la préparation cérébrale, comment je la définis, c'est, d'apprendre à réguler son fonctionnement cérébral et le fonctionnement cérébral, je le découpe en 3 grandes catégories d'activités, neuronales. Pour faire très, très court, globalement, il y a la conscience de son corps, donc tout ce qui a trait aux sensations, les sensations interoceptives, extéroceptives, tout ce qui est lié au mouvement. Ça, c'est la première grande catégorie. Ensuite, on a la catégorie, émotionnelle, avoir, la conscience de ses émotions, savoir quoi en faire, donc vraiment toute la catégorie limbique, tout son fonctionnement émotionnel et puis ensuite, il y a la troisième grande catégorie qui va être la catégorie cognitive, tout ce qui va être lié à la pensée, à l'analyse, à la structuration, la méthode, le process, tout ce qui fait que on va cogiter, pour, trouver une solution, pour prendre une bonne décision. Toute la prise de décision, par exemple, est dans le côté cognitif et donc ce dont, moi je me suis aperçue, alors
à la base, c'est une théorie qui a été, énoncée dans les années 70 par le docteur MacLean qui parlait des 3 cerveaux. C'est une théorie qui a été dénoncée parce que lui expliquait qu'il y avait 3 cerveaux en couches successifs qui s'étaient développés. Les neuroscientifiques se sont rendus compte que non, le cerveau, il est interconnecté en permanence, ce qui est vrai. Tout ce qui se passe d'un point de vue, émotionnel va impacter aussi bien ton cognitif, tes pensées, que tes sensations. Quand tu as D'accord. une émotion positive, tu vas avoir des sensations agréables, puis des pensées plutôt agréables. Et puis inversement, tout est interconnecté. Néanmoins, dans ces 3 grandes catégories, ce dont je me suis aperçue, c'est que d'abord, on a besoin de ces 3 catégories parce que ces 3 catégories vont t'amener des qualités. Chez un joueur, pour faire vraiment de manière très caricaturale, le côté, sensation corps, relation au corps, c'est le côté instinctif. Comment je suis capable de jouer, libérer mon mouvement sans me poser de questions. Le côté émotionnel, ça va plutôt être le côté cohésion, le côté sociable dont on a besoin notamment dans les sports collectifs, mais aussi comment tu vas gérer, un mauvais match, donc toute ta relation à ta confiance en toi, comment tu vas la construire. Et puis là, on va parler du côté plutôt intuitif. L'intuition est plutôt du côté émotionnel. Et puis ensuite, on a le côté cognitif et on a besoin de cette partie-là. Alors, je parle vraiment des sportifs. Donc, on va retrouver des sportifs plutôt analytiques, ceux qui arrivent à apprendre, qui sont plutôt les bons élèves, qui vont faire ce qu'on leur a demandé de faire de manière parfaite, mais qui peuvent parfois, quand ils ont un peu cette catégorie trop forte, s'enfermer dans le côté bon élève. Donc, globalement, si je caricature, dans ces 3 parties-là, on a le côté instinctif, le côté sensation, mais aussi le côté prévention. Ce qui est prévention de la blessure se situe dans le côté corporel, la perception des sensations. Quand on est dans l'affectif, on a le côté émotionnel, créatif, le leadership, l'audace, C'est ça ce que tu appelles ça le va côté se limbique, c'est la même chose? ouais, le côté émotionnel limbique, le cerveau limbique. Et puis ensuite, on va avoir tout ce qui est côté process, méthode. On a besoin des Ce que 3 ce pour que ce que pouvoir tu appelles cognitif? ouais, exactement. Donc Et on a l'instinct, besoin l'émotion et grosso modo, la cognition, tous les process, l'analyse, l'analyse. l'analyse, l'analytique. OK. Et donc, tout individu donc la préparation cérébrale, c'est est-ce qu'un individu, et la plupart du temps, c'est pas le cas, a ces 3 catégories bien présentes de manière équilibrée à l'intérieur de lui? Et deuxième step, est-ce qu'il est capable de les utiliser au moment où il souhaite l'utiliser? Je te donne un exemple, le tir au but, classique dans le rugby. Eh bien, ton joueur, c'est mieux qu'il soit dans ses sensations pour libérer son mouvement, plutôt qu'il soit en train d'évaluer dans le cognitif la répercussion d'un tir au but manqué, ou qu'il soit dans ses émotions. Mon Dieu, j'étais, comment dire, dans les espoirs. Je fais mes premiers matchs en titulaire en tant que remplaçant. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je me loupe? Et donc là, on est plutôt dans la surcharge émotionnelle. Donc l'idée, c'est de se dire, est-ce que naturellement j'ai les trois? Et la plupart du temps, c'est pas le cas. On va retrouver des sportifs plutôt instinctifs et qui vont manquer d'une des autres catégories, des sportifs plutôt affectifs et des sportifs plutôt analytiques. Et souvent, il en manque un. Il y en a un qui n'équilibre pas l'ensemble et il y en a un qui est trop présent. Donc moi, mon boulot en préparation cérébrale, c'est de dire, OK, laquelle des catégories tu es en train de surexploiter? Donc c'est souvent lié comment dire, à un héritage génétique hein, et à une éducation lequel tu surexploites et lequel tu sous-exploites parce que tu auras besoin des 3 pour performer. Tu as besoin d'analyser ta performance, tu as besoin de la cohésion, du côté créatif, audacieux, et l'intuition de l'émotionnel et puis tu as besoin de tes sensations pour prévenir des blessures, pour libérer ton mouvement, pour être dans l'instant présent. Bref, on a besoin des 3. Donc la préparation cérébrale, c'est identifier la catégorie cérébrale qui est trop présente chez toi, surreprésentée, la catégorie sous-représentée et travailler pour trouver un équilibre et ensuite dans un second temps, dans un second temps, non, ça se fait en même temps, apprendre à déclencher la catégorie dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. OK. Voilà. C'est passionnant, c'est passionnant. Il faudra qu'on revienne là-dessus parce que j'ai quand même envie non, tu sais quoi? On va y aller direct. C'est tellement passionnant. Donc si j'essaye de résumer, hein, avec mes mots parce que je pense qu'il y a tu vois, moi j'ai des notions quand tu me parles de limbique, de cognitif, tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, ou en rugby qui ont peut-être lâché à ce moment-là. Un côté très instinctif, vraiment, primaire, de base, genre, juste, le flow, être tranquille, être bien, pas réfléchir. C'est ça? Ouais, je me pose pas de questions, je suis dans l'instant présent et ça amène aussi des limites, hein. Je suis dans l'instant Complètement, présent, je me pose pas de questions, complètement. je délivre. Voilà. Le la deuxième partie, vraiment l'affect, les émotions, tout ce qui sort et après le côté, vas-y, je te laisse compléter. Ouais et le côté analyse, voilà exactement. Le côté analyse, process, comment j'apprends, comment je répète. Voilà.
OK. Exactement. Typiquement, moi, tu vois, en tant que buteur, ça a toujours été ma limite en tant que buteur. Ça aurait été bien qu'on se rencontre un peu plus tôt. J'étais très, très, très dans le process, dans l'analytique, je suranalysais tout. En plus, j'avais fait des études de médecine, tu vois? Donc très là-dedans, même dans l'éducation et cetera. Donc je suranalysais, je maîtrisais chaque point, chaque process, mais trop. L'affectif, j'ai essayé qu'il m'affecte pas, mais plus je le cachais, plus il me revenait en pleine tête quand quand c'était chaud. Et l'instinct, par contre, du coup, j'en avais plus parce que j'étais tellement préoccupé par ces 2 autres points que j'étais plus du tout dans l'instinct. Et tu vois? Et après j'ai entraîné des buteurs, comme lui du coup qui nous écoute juste derrière. Et lui, c'est l'inverse, il était tout à l'instinct, à la sensation, enfin on a même enregistré des podcasts avec, des Argentins, Sud-Américains, Benjamin Urdapieta qui est un des meilleurs buteurs top 14. Lui il dit: «Non, moi je la frappe comme ça, je sais même pas ce que je fais dans mon process». Je lui dis: «Quoi, tu sais pas? Tu sais pas que tu fais 8 fois ton bras? Je connaissais mieux son process que lui». «Ah non, ça dépend, je suis à l'instinct». Enfin tu vois? Ça m'ouvre plein de fenêtres. Et comme tu l'as dit, ce qui est hyper intéressant, enfin ce que moi je trouve parce que je suis passionnée par ce que je fais, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que très naturellement, tu l'as dit, qu'il y a un de tes alors je vais dire cerveau, c'est pas du tout le cas au niveau neuroscientifique, soyons d'accord, mais c'est pour caricaturer et pour que ce soit plus simple en termes de message. Tu as ton cerveau, analytique qui est plus fort. Derrière, tu as ton affectif qui vient derrière. Souvent, les 2 sont connectés d'ailleurs, parce que si je cherche à surmaîtriser, surcompenser, maîtriser, surcontrôler, c'est souvent parce que j'ai un petit fond anxieux ou que j'ai la crainte de louper. Et puis derrière, j'ai un petit cerveau qui est sous-exploité, qui serait celui qui, si je le développais, me permettrait de pouvoir libérer mon jeu et être un joueur équilibré. Et aujourd'hui, étant donné que naturellement, quasiment personne ne l'est, bah, mon boulot, c'est d'équilibrer ce fonctionnement cérébral pour que peu importe le type de personnalité de joueur que tu es, tu vas réussir à performer. Sinon, ce qui va se passer, c'est que tu vas t'enfermer dans ce qu'il y a de bon dans ta prédominance. Par exemple, toi, le fait d'analyser, de maîtriser, bah, fait de toi un très bon tacticien. Tu vas être le pro de, voilà, de décortiquer, d'aller dans le détail. Mais par contre, quand on te demande d'y aller en laissant au vestiaire ton cerveau analytique, bah là, tu Ouais, perds complètement. pied ou quand il y a trop d'enjeux, bah, tu vas trop réfléchir aux conséquences et tu perds pied parce que tu n'as ce cerveau du corps qui est sous-développé. Complètement, complètement. Donc toi, finalement, quand tu commences tes prises en charge, la première chose, c'est d'analyser, le mec que tu as en face de toi pour déterminer, grosso modo, un Exactement. pourcentage de, 90, 5 et 5 quoi, je sais pas, entre les 3 cerveaux. Exactement. On va par échange, déterminer étant donné que les limites de chacun, du manque de chacun de ces cerveaux est assez clair chez tout le monde, bah, en fait, par discussion, c'est assez facile de pouvoir identifier quel est, le cerveau qui prend trop le dessus, puis celui qui est sous-exploité. Passionnant. Je te préviens, on va y retourner. On fait une petite aparté. Hem, Comment tu arrives à être préparatrice cérébrale? Parce que je suppose que c'est pas un titre, tu vois? Même la préparation mentale, c'est encore une zone floue. Comment tu te passionnes par ça? Comment tu décides d'en faire ton métier? Parce que je suppose que tu t'es pas dit à 18 ans: «Tiens, je vais faire des études sur les 3 cerveaux et je vais m'orienter là-dedans». Hem, comment tu décides de un d'aller à fond là-dedans et de 2 d'en faire ton métier, quoi? Alors, on va dire que globalement, j'ai eu un parcours de vie dans ma jeunesse qui a fait que, je me suis quand même pas mal questionnée sur, je me sentais un peu enfermée dans moi-même, en fait. Je trouvais OK. que ça manquait d'espace. Les limites de ta propre personnalité C'est-à-dire? et puis j'ai été danseuse, professionnelle pendant quelque temps et là, c'était pire parce que là, pour le coup, c'était vraiment exagéré. C'était sur scène et je ne comprenais pas pourquoi parfois j'étais dans des moments de grâce absolue, alors surtout que la danse, ah voilà, il y a vraiment ce moment de grâce, mais tous les sportifs ont connu des moments de grâce. Et puis parfois, j'étais complètement à côté de mes pompes. Il faut savoir quand même que la danse n'est pas quelque chose d'aléatoire, on reproduit une chorégraphie que l'on connaît par cœur et donc il y a pas d'éléments extérieurs qui peuvent expliquer ça. Et donc j'ai trouvé que, voilà, je me sentais prisonnière de mon propre fonctionnement et ma première passion, ça a été de me libérer moi-même, de me dire, «Comment je fais moi en tant que sportive pour ne pas me subir?» C'est pas possible, moi qui suis en quête de liberté, qui a envie de vivre plein de choses, que je me limite par moi-même. Donc je me suis beaucoup renseignée là-dessus. Voilà, ça c'est parti d'une quête, voilà, qui est partie de ma propre utilisation. Quand je suis revenue en France, je me Parce que suis, parce que du coup, tu étais danseuse à l'étranger? non, ouais, à Londres, pardon. OK. C'était ton job? Oui, ça a été mon job pendant quelque temps. OK. Du coup, tu étais danseuse Voilà, professionnelle pendant un petit bout de temps? voilà, pendant quelque temps. Pas très Génial. longtemps parce qu'en fait, j'avais rapidement conscience que je voulais pas m'enfermer dans ce milieu-là.
C'est D'accord. un petit monde et quand tu t'enfermes dedans, bah, soit tu décides vraiment de faire carrière, soit tu sais que c'est un petit moment de ta vie et vaut mieux en sortir rapidement pour pouvoir justement, se reconvertir sur quelque chose. Donc moi, j'avais cette conscience-là que c'était un moment de ma vie qui me permettait de voyager, de vivre des trucs de dingue. Voilà, j'avais 20 ans et après, quand je suis revenue en France, je me suis dit: «OK, comment je fais maintenant pour bosser ça, aller plus loin?» avec l'envie de transmettre et donc à cette époque-là, je dois Mais payer mes quand factures donc quand tu dis bosser ça, bosser c'est le côté des 3 cerveaux, bosser ce côté de non, tu déjà là-dedans ou c'était juste une intuition non, que pas du tout. J'étais vraiment sur le côté potentiel. Comment je peux libérer mon propre potentiel et comment je peux aider du coup les gens à libérer leur propre potentiel? J'ai déjà cheminé, mais plutôt d'un point de vue individuel. c'est-à-dire? Je crois d'ailleurs que travail bah, j'avais vu une psychologue, j'avais fait, pas mal de j'avais fait des stages un peu à droite à gauche sur des techniques pour essayer de comprendre un peu mon propre fonctionnement et en sachant qu'à l'époque, il existait quand même très peu de choses. On était vraiment plutôt sur une approche en psycho et il y a une psychologue d'ailleurs qui m'a beaucoup marquée à ce moment-là, qui me libère de quelque chose et je me dis: «Mon Dieu, en fait, c'est possible». On peut, par des méthodes, des professionnels, libérer des choses en soi qui offrent de l'espace et qui permettent d'avoir plus de liberté pour construire ce qu'on a envie de construire, que ce soit dans la vie sportive ou autre et donc je me dis: «Je veux faire ça. Je veux faire ça pour moi et j'ai envie d'être cette personne qui permet aux individus de gagner en liberté dans leur vie». Et donc, à cette époque-là, Pas je ne f pouvais pas devenir psychologue. pas facile Ouais. comme métier, hein? Ah Dans non, moi dans je une alors dans une même société très cadrée où toi tu fais ça, toi tu fais ça, tu suis ce cursus, tu fais ça, c'est compliqué de s'assumer, de se dire: «Je vais aider les autres sur ces points un petit peu sensibles qu'il y a des gens qui ouais. comprennent même pas finalement». Ah oui, c'est sûr. Ben, après, j'ai toujours été quelqu'un de très libre dans l'âme et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve que je pense que j'ai été rapidement gênée par moi-même, en fait. Parce que j'avais cette fibre de liberté très, très forte, très, très jeune et donc naturellement, je suis inspirée par cette psychologue. Je me dis: «Tiens, je vais devenir psychologue». Je me rends compte que je peux pas parce que j'ai mes factures à payer, que c'est 3 ans d'études, faut arrêter et cetera. Et donc j'ai un ami qui me parle de sophrologie à l'époque. C'était très peu connu et je lis un peu le descriptif, je trouve une école à Montpellier à l'époque et je me dis: «Banco, je peux concilier ça avec mon boulot» et il y a une approche corporelle qui me plaît bien parce que j'ai l'impression quand même que c'est moi ce qui me permettrait de m'équilibrer et en fait, je suis déjà dans ce côté, je réfléchis trop vraiment donc je fais 2 ans d'études et je me rends compte qu'effectivement, je fais partie de ces gens qui ont une structure comme toi, alors moi plutôt affect en premier, analytique en deuxième, mais les 2 très forts et que ce qui me manque dans ma vie, bah, en fait, c'est toute l'approche corporelle que je n'ai pas. Moi, je n'ai pas de relation à mon corps, je ne perçois pas mes sensations, j'ai pas d'ancrage, l'instant présent, je connais quasiment pas Ça ça. ça Bref, ça ça rentre dans le cerveau instinctif, la relation au corps et cetera? exact OK. exactement. Moi, c'était mon cerveau faible et donc je vais en école de sophro et là, j'ai quand même une révélation sur cet équilibre que je commence à identifier. Mais voilà, le côté sophrologie, collier d'ambre, robe à fleurs, alors je sais que ça a évolué depuis, me gêne et je trouve qu'on n'est pas du tout allé assez loin. J'ai découvert des choses dans l'approche corporelle fantastiques, mais j'étais dans une très bonne école, parce qu'il faut aussi dire qu'il y a beaucoup d'écoles de sophrologie qui sont pas du tout sérieuses et je m'intéresse aux neurosciences. Je me dis sur le cerveau, c'est le truc où tout se passe, j'ai envie d'en savoir plus Et où personne ne sait et à rien. et ouais, je sais pas si personne ne sait rien, même moi en fait, plus j'apprends, plus j'ai l'impression que je ne Je sais rien. j'ai enregistré un épisode, on était au Racing la semaine dernière avec, Sylvain Blanchard, le médecin du Racing, qui est un ponte dans tout ce qui est commotion. C'est lui qui a inventé le protège connecté, c'est lui qui pilote la commission de World Rugby et de la fédé de la ligue, et lui-même te dit: «En vrai, on sait pas. On sait pas gérer le cerveau, on sait pas comment il réagit, on sait pas si une commotion légère ou une commotion grosse que ça fait, on sait pas comment la cognition Non, se fait littéralement, enfin, il y a on trop de ne choses. maîtrise pas». Il y a trop de choses qu'on ne sait pas. Il y a des phénomènes, tu vois, là, je lisais, il y a 2 jours un article sur des personnes qui ont subi une commotion et qui se réveillent, en étant, des pianistes, virtuoses. Ils n'ont jamais fait de piano de leur vie et ils t'expliquent que tout d'un coup, ils entendent de la musique en permanence, qu'ils ont besoin de jouer et ils se réveillent avec une oreille parfaite. Enfin, c'est incroyable. Le cerveau, il est démentiel dans sa plasticité. Donc je pense qu'il y a plein de choses qu'on dit aujourd'hui qui seront plus valables demain ou au contraire des choses qu'on dit aujourd'hui qui sont pas encore expliquées, qui seront expliquées demain et donc voilà, je m'intéresse aux neurosciences. J'ai la chance de rencontrer des gens, passionnants parce qu'à l'époque, je suis en contact avec Psychologie Magazine
qui cherchent à vraiment à refondre un peu tout leur magazine. Ils voient bien que le côté bien-être un peu simplet, ça pas simplet, mais la concurrence arrive sur le domaine du bien-être. Ils ont besoin d'évoluer et ils s'entourent de personnes comme moi. Je ne sais pas te dire pourquoi je fais partie de ce groupe-là, des gens qu'ils estiment être un peu, pas, innovants dans leur perception, avec un discours un peu différent et le deal, c'est que moi, je les aide un peu à leur donner un avis sur, qu'est-ce qu'ils doivent faire plus tard dans leur magazine et eux me donnent accès à des conférences, notamment à des conférenciers, neuroscientifiques. Ils existaient, ils, mmh, ils créaient beaucoup d'événements à cette époque-là Génial. et donc là, je plonge dans l'univers du cerveau. Je suis passionnée et de fil en aiguille dans mes recherches, il y a quelque chose qui commence à s'installer. Au départ, je ne me sens pas sophrologue. Je ne me sens pas préparatrice mentale parce que j'en ai rencontré, que je Tu ne me reconnais pas dans leur tu approche. Est-ce que tu peux rappeler, pour les gens qui savent pas ce que c'est la sophrologie, qu'est-ce que fait une sophrologue? Alors, une bonne sophrologue ou un bon sophrologue, il y a Mmh, aussi pas mal d'hommes. Un bon sophrologue doit la sophrologie, c'est le développement de la science de la conscience, des valeurs de l'existence, bon bref. Heu, la sophrologie vise à développer la conscience d'un individu et la d'accord. première des consciences, c'est la conscience de son corps. Ensuite, il y a la conscience de ses valeurs. Ensuite, il y a enfin voilà, il y a différents types de conscience pour avoir un individu éclairé. Au final, on va retrouver un peu les discours qu'il va y avoir en Asie avec le côté éveil et cetera, qui n'est pas quelque chose d'ésotérique, c'est vraiment une pure, capacité à développer son système d'information. Par exemple, je reviens beaucoup à la question du corps, mais vraiment, j'ai des joueurs de rugby qui m'ont dit quand j'ai on a testé un peu la conscience corporelle, le côté, est-ce que je perçois mon corps? Notamment des joueurs souvent blessés, je pense à Lenny, me dire: «Je ne perçois rien de là jusqu'au bout des pieds, en fait. Tout le tronc, voilà, jusqu'aux genoux, je ressens rien». Ça, c'est juste, c'est voilà. Donc la sophrologie, normalement, c'est bien fait, n'est pas une technique de relaxation, même si ça peut être un bénéfice secondaire, c'est une technique de développement de la conscience de l'individu. OK. Voilà. Et on part du principe un sophrologue va partir du principe que plus tu as d'informations sur toi, tes émotions, tes sensations, ton système de valeurs de vie, tes interactions, plus tu es à même de pouvoir diriger ta vie, pouvoir faire des choix et cetera. Tu ne subis plus ton fonctionnement, tu as un fonctionnement éclairé. Et donc voilà, au fur et à mesure de mes recherches, Tu co je tu me lance. tu commences à t'intéresser de plus en plus aux neurosciences et à t'éloigner de plus en plus de la sophrologie? Ouais, de la sophrologie, pas dans je garde ce qu'il y a de bon, mais je ne me reconnais pas du tout dans le j'ai pas envie d'éveiller des consciences, j'ai pas envie de j'avais cette image d'être dans une salle avec des tapis par terre, de la musique douce. C'est pas du tout mon je suis très On est pragmatique. loin de la perf, du sport co, de la compétition, de Ouais, l'adrénaline. voilà. J'aime bien le côté très, pragmatique et très très frontal. Voilà, j'ai une approche très, c'est pour ça d'ailleurs que ça marche assez bien, notamment dans les sports d'hommes parce que j'ai un discours qui est très, alors on n'est pas là en train de bon bref, de broder ou quoi aux caisses. Et donc qu'est-ce que je voulais dire? Tu quittes tout doucement la sophrologie et Ouais, c'est là non, que tu décides de t'intéresser aux 3 cerveaux, c'est à ce moment-là? non, en fait, je ne m'intéresse pas aux 3 cerveaux. Alors j'ai entendu parler quand même du truc, mais c'est surtout que je commence à ouais, à vraiment à me dire que toutes les pièces s'assemblent autour de cette première base qui est structurante, qui est quel est l'équilibre cérébral qu'on a à l'intérieur de nous. Donc je commence à toutes mes recherches, tout ce que j'apprends s'assemble en fait dans cette façon de voir les choses et donc je commence à exercer tout de suite auprès de sportifs d'ailleurs. Le hasard, voilà, enfin il y a si on croit au hasard en tout cas, moi j'y crois pas complètement. Mais voilà, je commence à étoffer une technique, je commence à étoffer une vision et je commence à en parler et à ce moment-là, déjà à ce moment-là, je ne me sens ni légitime dans le titre de sophrologue, encore moins dans le titre de préparatrice, mentale, préparateur mental. J'ai pas la formation et je me reconnais pas vraiment dans l'approche et donc me vient cette idée de préparation cérébrale, c'est-à-dire comment on régule son fonctionnement cérébral et donc je commence à travailler sur cette méthode que j'étoffe, que je voilà, que Tu crées j'alimente, que tu crées ta propre méthode. exactement, tout à fait C'est et c'est assez fort, c'est rapidement fort. ouais, je sais pas, bah, c'est peut-être ce côté de pas se reconnaître dans des cadres et d'avoir besoin de créer le sien. Ouais, bien sûr, Je crois beaucoup à ça, en fait. Je pense que les individus seraient plus heureux en se disant: «OK, il y a un cadre, mais moi j'ai le mien», voilà et si même en tant que sportif, en fait bien sûr. et c'est ce que
Ça me parle énormément, tu vois? Moi, Ouais. je suis kiné, je suis prépa aussi et en fait, je me reconnaissais pas du tout dans la casquette kiné. Très, en plus dans les clubs pro, très, massage, très, juste strap, très sur la table. Alors maintenant ça a un petit peu changé, hein, mais, et après du coup je me suis formé en prépa physique, mais je me reconnaissais pas non plus dans cette casse-tête full prépa physique, la perf, la perf, la perf, on bourrine au détriment du corps et en fait ce cheminement entre les 2 il me plaisait bien en fait, prendre de ce que j'aimais bien et de faire ma alors maintenant tu appellerais ça de la réathlétisation, mais en fait non, parce que ça c'est pas juste le milieu, ça va de l'un à l'autre et c'est je me retrouve pas mal là-dedans et un autre point qui me vient aussi, c'est on parlait des c'était avec, Mathieu Bastaro, j'enregistrais un podcast avec lui et il me disait que oui, lui très vite, il a compris que il avait son style, ses caractéristiques, ses points forts et qu'il cherchait pas à être quelqu'un d'autre et on a parlé de Damien Penaud, d'Antoine Dupont qui révolutionnent un peu le jeu mais naturellement par leur flair finalement. Exactement, je pense que, l'idée notamment de ce travail-là, c'est de dire à un individu en fait, je comprends que tu aies tes critères, je comprends que tu es, voilà, qu'il y a un cadre, mais et souvent d'ailleurs les équipes vont dire: «Voilà, il faut qu'un 10 soit comme ça». Il Et puis tout d'un coup, quand il y en a un qui ose prendre sa place différemment, bah, bizarrement il devient, il devient un leader incontesté, alors qu'on a passé son temps à vouloir mettre des cadres. Bon bref. Complètement. Donc du coup, bah, voilà, donc du coup je travaille dans le sport et de là, bah, tout de suite ça parle, la méthode parle et c'est ce qui m'a permis d'avoir un parcours, que je trouve vraiment très intéressant. J'ai encore envie de faire plein de choses et j'ai pas mal d'objectifs, mais qui est intéressant, voilà, depuis que j'ai démarré. Cette période, elle m'intéresse quand même. Parce que là, tu te sens pas encore légitime, tu es sophrologue, mais pas trop, tu es prépa mentale, mais pas trop, tu es entre les 2. Tu adores le cerveau, tu as pas encore de contact dans tous ces milieux-là et tout d'un coup, tu te retrouves, à encadrer des sportifs pros. Comment elle se fait cette bascule de dire: «Coucou, je peux vous aider?» même si je sais pas trop pourquoi? En fait, je me lance d'abord comme, sophrologue. OK, En me disant: «Bon, on va pas se mentir, aujourd'hui, c'est quand même, voilà, le diplôme». Alors, il y a pas de diplôme que tu as, mais c'est en tout cas la formation que tu as suivie. Je me lance, mais je sais déjà que c'est pas ça. Donc en fait, je suis là, légitime parce que j'ai eu ma formation, mais je sais que c'est pas ça. Après, ce flou-là ne me dérange pas parce que je trouve que accepter le flou, c'est pouvoir mieux cheminer vers la clarté. Si tu es pas capable d'accepter ces périodes de flou, bah, en fait, tu veux trouver des solutions, tu veux te déterminer, alors qu'en vrai, ça prend du temps. Ça a besoin de mûrir et je pense que ça doit te parler aussi, hein, ce oui, moment où complètement. tu sais que tu es pas dans les cadres, mais tu as pas encore trouvé. Bah, faut accepter et faire avec ce que tu as, tout en sachant que, bah, il y a autre chose qui va se présenter derrière et donc je commence à exercer et là, j'ai une jeune qui arrive avec sa maman, en aviron. Elle est OK. en pôle espoir et équipe de France. Et elle arrive et elle me dit sa mère me dit: «Elle veut tout arrêter, on elle sait plus où elle en est» et elle me dit: «Bah, oui, moi je ne sais plus pourquoi je rame» et je trouvais ça fou. Je me dis: «Bah, effectivement, sur un bateau, surtout l'aviron qui est un sport très, très, laborieux, si tu sais plus pourquoi tu rames, ça devient très compliqué» Comme, Laure et Manodou donc qui savait plus pourquoi elle nageait. exactement, à un moment donné, tu es perdu. La conscience de ce que tu fais, pourquoi tu le fais, tu l'as perdu. Tu es perdu en chemin et généralement, c'est les personnes qui se sont déconnectées de leurs sensations, justement. Parce qu'en fait, le corps ne triche jamais. Il te dit si ça lui va ou si ça lui va pas. Bref, c'est un autre sujet et donc et cette jeune fille, et ben, on travaille d'abord sur, est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que j'ai choisi ce sport? Est-ce que je l'aime? On travaille là-dessus et ressort que, eh oui, elle aime ça. Et un autre, vraiment un élément déterminant, pour parler du corps, cette jeune fille avait, été un peu pas harcelée, mais je vais employer ce terme, il est un peu trop fort, par son coach, parce qu'elle a perdu son geste. Elle a perdu son geste. Donc, elle me dit: «J'ai perdu mon geste, donc je prends plus de plaisir parce qu'il arrête pas de m'aboyer dessus et ceci et cela et tant que le coude comme ça et tant que le». Elle l'a perdu. Pourquoi? Parce qu'elle essaye de penser son geste. Elle est dans le cerveau analytique, Ouais, avec complètement. l'affectif qui est branché à fond parce qu'elle a peur de mal faire et on fait un exercice, vraiment où ce que j'appelle de la vraie visualisation et pas de la visualisation comme ça peut être, dit, par des préparateurs mentaux notamment. Alors c'est nul de dire vrai, mais une visualisation qui permet au cerveau analytique d'être débranché et d'être purement dans le cerveau du corps
et c'est à un niveau de vigilance modifié, celui que tu traverses tous les soirs quand tu commences à t'endormir. Tu verras que ce qui fait que tu t'endors, c'est que tu n'as plus de pensée et tu es complètement branché à tes sensations. S'il y a un robinet qui ploque dans l'évier, tu l'entends, tu vas te lever, tu vas le bref. Et donc on fait, je la reconnecte à sa mémoire perceptive, sa mémoire procédurale, juste en déconnectant l'analytique. Je lui fais visualiser un moment où elle, un moment phare de sa carrière où elle était en train de ramer. Elle ressort, son corps a retrouvé le mouvement. Elle va à l'entraînement, elle me dit: «J'ai retrouvé le mouvement, c'est incroyable». Juste parce que en la rebranchant à ses sensations, en arrêtant d'analyser, avec le coach qui dit ceci, cela, tout d'un coup, elle ressort de l'entraînement, elle a retrouvé son geste et de là, on est reparti sur du plaisir et 1 an et demi après, elle devient, vice-championne, du monde, d'aviron, voilà et donc de là et ben, j'ai été contactée par un psychologue du sport qui la suivait, qui m'a branchée avec la Fédération française des sports automobiles pour un test et puis de là, l'équipe de France m'a demandé de revenir et de là, j'étais embarquée, dans le sport. Génial, incroyable. Ouais, donc assez rapidement. Ça me fait penser à alors je pense que c'est pas du tout les mêmes outils utilisés. J'ai l'image de Dave Allred. En fait, c'était le coach, le mentor de Johnny Wilkinson, pour les tirs au but. C'est un peu le ponte qui a formé tous les meilleurs buteurs, grosso modo, des îles britanniques, Irlande, Écosse, Angleterre et et à un moment donné où dans sa biographie, Johnny Wilkinson, il dit, c'était en Afrique du Sud, il avait perdu complètement son mouvement. Complètement. Pourtant, il l'avait fait des milliards de fois, il avait tout perdu, plus de sensations, pas de sens à un moment donné, Dave Allred, il lui dit: «Écoute, on arrête de réfléchir. Tu vas me viser ce truc-là, j'ai mis un petit plot sur un dans les tribunes, sur un truc, tu vas juste me viser ce plot et c'est tout». Et je pense que finalement, maintenant que tu ça m'a fait penser à ça, ça m'a fait penser à ce côté, OK, juste vise le plot et on ne pense à rien d'autre et finalement tu laisses le corps viser quelque chose et tu es plus là dans le dire: «Mon pied d'appui, je dois le mettre là, mon frein, je vais le mettre là» et finalement tu retrouves un peu ce côté instinctif de juste: «Je vais viser là». Exactement et ça, c'est un autre, en fait, ce qu'il a utilisé, c'est un autre process. Si tu veux que je t'explique ou pas? Oui, Ouais, complètement. ça t'intéresse? Ah oui. En fait, dans les réseaux cognitifs, on va déterminer trois réseaux, le réseau de la salience, différents réseaux, network. OK. Tu as le Salience Network qui va être le réseau, qui va recevoir l'ensemble des informations, qui va faire office un peu d'interrupteur et lui, il va activer 2 modes qui sont très différents. Il y a le mode par défaut et le mode exécutif. Dans le mode par défaut, ce que j'explique, c'est le mode par défaut, c'est le mode qu'on connaît tous. Tu sais, quand, tu es là, tu as ton café, puis tu regardes à travers la fenêtre, puis tu laisses tes pensées, divaguer un peu, voilà. Tu n'es pas occupé à faire une tâche, tu laisses tes pensées divaguer. Ça arrive quand on court, ça arrive quand on regarde par la fenêtre, quand on cuisine et tu verras quand tu fais ça et ben, tu réfléchis sur ta vie, tu réfléchis sur demain, tu te demandes si tu vas bien, voilà, les réflexions sont diffuses. C'est un mode plutôt introspectif qui revient sur toi. C'est pour ça que certaines personnes vont te dire: «Je vais courir, ça me vide la tête, mais en même temps, ça me permet de réfléchir sur ma vie», voilà, d'avoir des éléments. Le deuxième mode, c'est le mode exécutif. C'est un mode, où là, c'est le mode que tu vas employer quand tu vas faire un tableau Excel, quand tu vas faire une tâche concrète, petit A, petit B, petit C. En fait, il y a des instructions et tu as juste à les suivre. Quand on veut travailler avec un athlète, ces 2 modes, ils sont hyper importants à connaître parce qu'en fait, ton mode par défaut, quand il est activé et que tu ne vas pas bien, Ouais. toute l'introspection qui va te ramener, c'est des réflexions néfastes. «Tu es nul, tu es bon à rien, tu en es où dans ta vie? Tu es complètement perdu, on va pas y arriver, j'en suis où?» Et là, en fait, le mode par défaut te renvoie des infos, tu es perdu dans tes pensées, noyé dans toi-même, c'est cette impression que ça te donne et avec un retour sur toi très négatif. Alors que si tu actives ton mode exécutif, tu ne réfléchis plus à tout ça, tu n'es plus dans ton mode par défaut, petit 1, petit B, petit C, petit A, petit B, petit C. En fait, ce qu'il a fait quand il a dit ça, c'est qu'il a globalement dit: «Écoute, on n'active plus le mode par défaut, tu actives ton mode exécutif, tu vises ici avec des instructions très claires et là, tout d'un coup, le joueur n'est plus dans son mode par défaut qui lui fait défaut, en le faisant douter, en lui ramenant des mauvaises infos sur lui, en lui faisant perdre confiance. Il est dans un mode purement scolaire, mode exécutif et ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup en sport auto avec les ingés, puisque les ingés sont les seuls qui peuvent être en contact avec le pilote et donc généralement, l'ingé avant quand j'ai une bonne relation avec lui, cette année, c'est le cas parce que je suis sur tous les grands prix quasiment. OK. L'ingé vient me voir avant la course et me dit: «Bon, tu le sens comment?» Si je le sens bien, je lui dis enfin voilà, en fonction des instructions, mais parfois quand je sens pas mon pilote pas forcément bien pour X ou Y raison, ou parce que l'enjeu de la course est important et cetera, je vais dire: «Surtout,
dans ce que tu vas lui dire, mets en place le mode process. Dis-lui: «Fais ci, fais là, fais machin, tourne ici». Juste, même si il sait, ça va le faire repasser en mode exécutif Ouais. et donc ça va le remettre, sur les bons rails. On le laisse pas aller dans son mode par défaut parce que en ce moment, son mode par défaut, il est limite. Quand il va quand il va pas bien, on évite de laisser un joueur dans son mode par défaut et on va essayer d'activer son mode exécutif. Alors c'est une des astuces, mais c'est une astuce qui marche très bien et d'ailleurs tu verras que dans la vie de tous les jours parce que j'aime bien faire le pont entre les sportifs et tout un et n'importe qui. Beaucoup de gens quand ils vont pas bien, se mettent à faire des tâches comme, ils vont te dire: «J'ai rangé le garage» ou «J'ai fait le ménage». Ou j'ai réorganisé mon bureau. Bah oui, parce que tu passes en mode exécutif et que ça te permet de sortir de ton mode par défaut dans lequel tu te sens pas bien. C'est plus simple, ouais. Tu te mets à une énorme tâche que tu as pas envie de faire, que tu te mets: «Allez, mode exécutif, on envoie, Ouais, on tu te envoie, dis: on «Ah envoie, là voilà». là, là je m'y mets» et du coup ça te sort de ces ruminations qui te vraiment qui te tirent vers le bas, quoi. Hyper intéressant, j'adore. On revient à du coup, ta petite, pratiquante d'aviron qui finalement, enfin je dis petite, qui finalement est vice-championne du monde. Tu rentres dans les sports auto, tout de suite, c'est quoi? C'est WRC, Dakar, dans quoi tu Non, rentres tout de au suite? départ, je suis justement appelée pour l'équipe de France monoplace, donc OK. je ne savais pas qu'il y avait une équipe de France monoplace. D'ailleurs, je ne connaissais strictement rien au sport auto, voire même je trouvais ça d'un ennui terrible, on va pas se mentir. J'arrive en équipe de France, il y a Pierre Gasly, Antoine Hubert notamment à cette époque-là et on me prévient: «C'est juste pour un test» et on me dit: «C'est les gars qui décideront si vous revenez ou pas». Donc là, je suis en Oui, monoplace. Antonio, c'est le pilote qui est décédé, c'est ça? À Spa, Oui hein? et Mmh. c'est d'ailleurs mon premier pilote, le tout C'est vrai? premier pilote que j'ai signé, c'était lui et malheureusement effectivement, voilà, mon premier drame sportif, voilà, bref et Oui, dans le sport auto et quand même, je oui, c'est malheureusement, quelque chose des choses qui arrivent, ouais, quoi. ça peut arriver, ça reste rare parce que maintenant les protections sont grandes, mais on va pas se mentir, ils roulent à des vitesses folles, on est à la limite de ce que le cerveau peut, supporter en termes de gestion d'informations. Même si une fois que c'est répété, ils y arrivent bien. Bah, voilà, hein, une mauvaise sortie, ce qui est arrivé à Antoine, hein, voilà, un mauvais concours de circonstances et effectivement, Complètement. l'accident peut être terrible. On l'a vu d'ailleurs avec Romain Grosjean il y a pas très longtemps non plus, je crois que c'était il y a 2 ans, je sais plus, je vois plus trop le temps passer et donc j'arrive auprès de l'équipe de France, je fais un test, je leur présente cette méthode et de là, et bien, ils ont demandé à ce que je revienne et puis de là, on m'a demandé de venir pour l'équipe de France rallye, où il y avait Pierre-Louis Loubet justement, qui devient aussi un de mes pilotes et puis ensuite je prends en charge, petit à petit, assez rapidement quand même, tout le pôle, de la FFSA. Donc j'ai tous les pilotes français qui sont aujourd'hui sur circuit, je les ai eus à un moment ou à un autre, Génial. au pôle académie. Ouais. Qu'est-ce que tu leur apportes du coup? Est-ce que tu adaptes ta méthode à ce sport automobile? Ou est-ce que non, tu vas vraiment prendre le pilote dans son ensemble comme n'importe quel être humain, quoi? Non, en fait, alors dans ma méthode, il y a une méthode qui vraiment peut s'appliquer à tout un chacun, même à un non sportif. C'est-à-dire Mmh, qu'il y a une base qui est, que l'on peut facilement travailler dans n'importe quel sport. Parce que ce que je raconte est quand même assez universel et donc au final, cette base-là d'équilibre et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je vais souvent d'ailleurs, utiliser la vie de tous les jours pour réguler le cerveau parce qu'on n'a pas besoin d'être sur un terrain. Donc en fait, ça ouvre un levier d'entraînement qui est très large. ouais, Quelqu'un qui est souvent dans l'analytique et les émotions comme toi tu peux l'être, bah, bizarrement, il va être pareil dans sa vie de tous les jours. bien sûr, Il y a de grandes chances. Alors dans le rugby, il y a quand même quelques différences là-dessus. C'est d'ailleurs le seul sport dans lequel je retrouve ça, c'est le switch. Il y en a qui arrivent à switcher complet, sur le terrain. Mais bon, non, on va dire qu'il y a d'abord une phase un peu globale, générale à tout le monde. Mais par contre, si tu veux être bon, tu es obligé de pénétrer vraiment au fond d'un sport, dans ses détails, pour vraiment comprendre les enjeux, pas passer pour une quiche aussi, bien hein, sûr, voilà, tout simplement. Mais c'est surtout que une fois que tu as travaillé ta base générale, il faut que tu ailles chercher les spécificités du sport pour aller travailler sur des leviers de détail, plus importants bien et sûr. dans le rugby, par exemple, ça peut être un poste. Un poste, bah, il est différent d'un autre. Il faut bien comprendre, voilà, les enjeux, les particularités pour pouvoir, bah, travailler, certaines spécificités, quoi. Complètement. Par exemple, du coup, les sportifs automobiles, disons Pierre Gasly ou les autres, de quoi ils avaient besoin
Alors je suis sûr bien sûr, tu vas me dire ça dépendait de chacun, c'est une évidence. Ouais. Mais, prenons Pierre Gasly parce que c'est le plus connu. Qu'est-ce que, par exemple, il avait besoin, lui spécifiquement, qui Alors, l'a vraiment beaucoup aidé? sans parler de Pierre Gasly, parce que je peux pas dire que je l'ai eu assez pour que et c'est surtout qu'en plus la particularité de Pierre Gasly, c'est que la première fois que je le rencontre en équipe de France, on me demande de faire un bilan des pilotes et mon bilan de Pierre, c'est, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi naturellement équilibré cérébralement. C'est-à-dire que je ne vois il y avait pas de levier vraiment apparent, sur lequel je me voyais travailler en termes de régulation. C'était la première fois que ça m'arrivait. J'avais pas non plus beaucoup d'expérience, mais je le cite encore parce que ça m'est pas encore, ça m'est pas arrivé à nouveau, on va dire, à ce point-là. Donc pour les pilotes, en général, je dirais ça dépend. La 1re chose qu'on va travailler, si tu suis un peu le sport auto, tu suis un peu le sport auto? Il Ouais, y a bah, que ouais. Louis qui regarde. Oui, je suis D'abord, aussi. tu as 2 épreuves dans une compétition qui requièrent des compétences cérébrales complètement différentes, Bien sûr. la qualif et les courses. Et donc là, bizarrement, la qualif, tu vas retrouver les instinctifs qui sont très, très bons. Parce qu'eux, lâcher les chevaux sans se poser de questions à un instant T, Mmh. ils savent On en faire. on en parlait ce matin et on disait quand même que Charles Leclerc était peut-être, au niveau instinctif, le meilleur pilote de tous les temps. Il arrive à faire des pole positions en qualification qui sont assez extraordinaires avec une voiture pas top. Mais par contre, c'est vrai qu'en course, il y a pas ce côté où, par exemple, un Max Verstappen est extraordinaire dans le côté agressivité, gestion de course, Exactement. Max Verstappen, il est plutôt drivé par ce côté émotionnel. C'est-à-dire qu'il en a rien à faire d'être borderline, s'il a décidé qu'il allait te bouffer, il va te bouffer, point. Et donc, il est drivé beaucoup par ses émotions. Donc en fait, ces 2 épreuves font que les personnalités des pilotes ne va pas aller naturellement aux 2 épreuves. Il y en a forcément une où ils sont meilleurs et ouais. l'autre où ils pêchent. Donc la première chose, ça va être de trouver la régulation qui leur permet d'être bons et de trouver une constance dans les 2. OK. Ça, c'est le premier gros travail. Je connais aucun pilote qui, enfin avec lequel j'ai bossé, qui était aussi bon dans l'un que dans l'autre. Donc déjà, c'est souvent le premier boulot, le plus simple. La deuxième chose, enfin, il peut y avoir plein de choses, c'est très différent en fonction des athlètes, mais en fonction d'un athlète, par exemple, d'un pilote qui vient juste de rentrer dans une catégorie, on va travailler aussi l'automatisation des process. Le sport auto est un sport ultra processé. Des procédures de départ, de comment on gère, la reprise de course après un safety car, il y a des tas de procédures. C'est vraiment un sport qui requiert énormément d'analyse, énormément de prise de décision, de gestion de process. Donc on va travailler sur la facilitation, l'automatisation de ces process qui permet de faire gagner du temps aux pilotes. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Pour Il y a des aussi les pour pour ouais, des vas-y. pilotes justement qui au niveau côté émotionnel, arrivent pas trop à gérer toujours cette juste dose, cette juste limite entre l'agressivité et à un moment donné aussi, laisser passer un mec, pas aller cracher la voiture, tu vois souvent des joueurs qui sont à la limite de cette petite zone-là. En fait, c'est marrant parce que j'en ai parlé il y a pas très longtemps à un de mes pilotes et je lui expliquais que enfin, c'est pour moi, hein, attention et je pense que c'est valable aussi pour, différents sports, notamment le rugby. Je fais une différence entre l'agressivité et la combativité. L'agressivité pour moi, c'est le jeune qui sait qu'il aura pas peur d'aller se battre, mais il sait pas comment se battre. Donc l'agressivité, ça va l'aider parce que même si ses coups sont mal ordonnés et à un moment donné, il a des chances quand même de bouffer l'autre. La combativité, c'est je suis un combattant, c'est-à-dire que j'ai appris à me battre. Donc je n'ai plus besoin de donner des coups dans tous les sens. Je suis un boxeur un peu confirmé, je sais quand mettre l'uppercut, je sais quand attendre, je sais gérer mon combat. Et pour moi, c'est comment on va faire passer et donc souvent ce qui se passe, c'est qu'étant donné que les athlètes n'ont pas forcément cette différence, soit ils continuent de se laisser happer par leurs émotions parce qu'ils ont eu des victoires grâce à ça. Sans avoir pris conscience qu'ils ont changé. Entre-temps, ils ont appris plein de choses. Ils ont appris à plaquer, ils ont appris à donc ils peuvent, voilà, changer de statut et devenir des combattants et quand tu es dans de la combativité, tu es dans quelque chose de beaucoup plus mesuré. Tu mesures ton combat, tu sais quand tu mets tes coups, tu sais quand tu les retiens, tu sais quand tu défends, tu sais quand tu attaques. Tu deviens un combattant. OK, génial, génial. Tu
Des grosses différences avant qu'on passe du coup au côté, rugby, voire Arsenal. Des grosses différences que tu as remarquées entre, un pilote de F1, un pilote de rallye WRC, un autre, pilote de sport auto? C'est pas du tout la même épreuve, la monoplace et le rallye. Le rallye, il faut alors pour ceux qui connaissent pas le sport auto, le rallye, on a une piste et en fonction des conditions météo, je suis aussi la double championne du monde de VTT descente, c'est exactement la même chose. La piste, tu peux l'avoir globalement en tête, mais la profondeur du trou, dans lequel tu vas passer, tu peux pas la maîtriser parce qu'en fait, 20 personnes seront passées avant toi, il y aura eu 12 courses avant et donc en fait, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont des copilotes. On va faire une reconnaissance, mais à la fin, ça va te demander une adaptation de l'instant hyper importante. Donc le côté instinctif, il est fondamental parce que la sensation reste, l'information à laquelle, tu t'adaptes le plus rapidement. C'est ce que Ouais, donc j'explique souvent à des athlètes. ouais, très bien. On t'appuie sur la joue, tu te poses pas de questions, tu as l'information, tu bouges. Il t'arrive une pensée ou n'importe quoi d'autre, si ça passe par tes pensées, ton analyse, tu perds du temps, bon bref, donc la sensation dès que tu l'aperçois, tu t'adaptes et donc ça leur demande un côté instinctif OK. beaucoup plus important. Alors que la Exacerbé au monoplace rallye qu'à la Formule 1, par exemple. est exacerbée au rallye. La monoplace, on va pas se mentir, il y a un côté analytique qui est hyper important. D'abord parce moi à chaque fois ça m'épate au niveau cérébral. Les mecs roulent à des vitesses, vraiment difficilement supportables pour le cerveau. On a poussé les limites, hein, de ce qu'un cerveau sait faire quand même à ce stade-là. En même temps, il reçoit des informations en permanence. En même temps, il doit gérer ce qui se passe autour de lui et en plus de ça, il va gérer les commandes sur le volant. Enfin, le cerveau est en train de traiter un nombre d'informations qui est incalculable. Ouais, Donc, c'est on est clair, plus sur un côté cognitif très, 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 fort, en monoplace. complètement. Comment te vient l'opportunité d'Arsenal? Je sais pas si tu peux en parler un petit peu? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je suis consultante, enfin Fabien Galtier me demande, voilà mon retour, ma vision appliquée à l'équipe de France et à ce qu'il a prévu en préparation pour la coupe du monde OK. Pourquoi il et vient te chercher, donc, Fabien Galtier? eh bien, c'est marrant parce qu'on Et m'a posé comment? la question la ouais. En fait, est-ce que je ne sais pas. Je ne sais plus, en fait. Je sais que je suis déjà un peu dans le rugby, je connais du monde depuis un moment, donc est-ce qu'il entend parler de moi? Je ne sais pas, je pense que oui et il me contacte. Donc en fait, il me dit: «Tiens, j'aimerais bien en savoir T'es plus sur ta méthode». es basé sur Montpellier, toi? Je suis basée sur Montpellier. À l'époque, on est en plein covid, je suis dans les Cévennes, j'ai une maison dans les Cévennes Parce que lui, donc il est très lié à ex Montpellier. Il a été entraîneur là-bas, ça l'a vraiment exact marqué ce passage. exactement, il est pas loin d'ailleurs, il a une maison, qui est pas très, très loin à Notre-Dame-de-Londres. Donc en fait, en tout cas, il entend parler de moi, il me contacte et on commence, comme ça, on se fait une session, je me présente et cetera. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Yannick Nyanga qui entend parler de moi parce que je travaille, enfin parce que je suis intervenue comme consultante auprès de Fabien Galtier, connaît Nicolas Jauvert qui est entraîneur, des coups de pied arrêtés, spécialiste des coups de pied Sûr. arrêtés à Arsenal. On a fait un sujet de podcast sur lui, sur les innovations dans le sport et Nicolas Jauvert quand même sur le lien entre la data et les coups de pied arrêtés, c'est extraordinaire. Ouais, c'est un gars extra et donc Nicolas Jauvert, et Carlos Cuesta se déplacent à Marcoussis pour discuter pour s'inspirer un peu du travail d'équipe de France et donc ils demandent à me rencontrer quand je suis là-bas et donc je rencontre, donc tu as ce moment où je me retrouve, voilà, dans un salon avec l'équipe d'Arsenal, Fabien Galtier, bon bref, se boire un café, là tu te dis: «Mais je suis vraiment je suis vraiment là» et donc voilà, donc il me demande de les former. À ce moment-là, je dis: «Non, je veux vraiment former personne». Et donc voilà, après ça, ils me disent, voilà, ils me demandent si je peux venir à Arsenal. Comment ça, tu dis non? Ouais. Non, je dis: «Non». Ouais, c'est vrai. Non, je sais pas encore, j'hésite beaucoup parce qu'en fait, j'ai pas, d'abord, j'ai besoin de bien, bien structurer et puis je suis pas sûre d'avoir envie de rentrer dans de la formation. Mmh, À ce moment-là, je sais pas où je mets les pieds et on va pas se mentir que le sport de haut niveau reste un milieu où il faut faire attention à ce que tu fais, avec qui tu le fais, comment tu le fais complètement. et j'avais pas envie que ce que je fais soit dénaturé, réutilisé, réapproprié.
Donc, Je ne comprends. sachant pas où je mettais les pieds, j'ai dit non et ensuite ils m'ont fait venir à Arsenal. Donc là, pour moi, à ce stade, c'est le plus beau moment de ma carrière. À ce stade, on est au top là. Je sais pas s'il y aura d'autres expériences plus top que ça, mais voilà, je vais à Arsenal, pendant 4 jours, les observer, faire des retours, discuter avec, Mikel Arteta sur, ma façon de travailler, enfin, le match, enfin bon bref, c'était démentiel. Génial. Tu as repéré des choses qui ont pu peut-être les aider? Ouais, sur un truc tout bête, sur la clarté. En fait, ils font des clartés, comme dans le rugby, donc s'il y a des gens qui au global, donc la clarté, en fait, c'est des entraînements où on va marcher, on va donc ils font les déplacements, ballon en main. Grosso modo, c'est Mmh. souvent veille avant veille de match, tu prépares, un placement un peu juste avant les matchs et ça te permet de mettre en place le système spécifique que tu as préparé pour ce match. Exactement. Donc, ils vont répéter en fait les positions et donc j'expliquais juste, voilà, dans les petites astuces que je trouve intéressantes dans l'optimisation des entraînements, c'est que j'expliquais que, à Mikel Arteta que s'il parle en permanence aux joueurs pendant qu'ils font les placements, les positionnements et qu'ils changent, on reste dans le cerveau cognitif. Or eux, ils ont besoin de mémoriser les placements, qui est où, au niveau de la mémoire perceptive. En fait, tu as différents types de mémoire. Donc, au niveau de la mémoire, de la compréhension, ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais je lui disais, voilà, ça pourrait être intéressant de faire des temps de pause, silence, laisser les joueurs se connecter à, OK, quelle est ma perception de l'environnement en termes de sensations? Où est-ce que je suis sur le terrain? Où sont les coéquipiers? Pour pouvoir reprendre une autre position et faire des pauses. Sinon, en fait, tu es sur un savoir intellectuel, mais tu n'es pas sur un savoir vécu. Tu n'es pas sur ouais, un savoir vécu. Donc, voilà, comment optimiser, les entraînements et puis après, et après, voilà, non, je dirais pas après parce que je trouve que non, non, là, ce serait trop, Pas de non, non, souci. disons qu'on va dire que le, le une des difficultés qu'il peut y avoir dans les équipes où un coach a un charisme, démentiel, mais démentiel. C'est en tout cas un des enjeux dans les équipes où il y a un manager, un coach qui a un énorme charisme, La longévité, c'est jusqu'à quand les joueurs vont être avec lui. C'est ça que tu veux dire? non, c'est, si tu veux que ton équipe devienne, leader elle-même, s'auto-lead sur un terrain, il faut vraiment qu'il y ait un équilibre entre le charisme que tu as, tes convictions et le fait que l'équipe puisse elle-même développer son propre charisme. Sinon, on se retrouve avec potentiellement une équipe qui cherche à bien faire parce qu'elle veut satisfaire quelqu'un d'ultra, talentueux et charismatique et qu'elle ne se libère pas de ça et si l'équipe se libère pas, eh bien potentiellement elle ne peut pas devenir leader d'elle-même et donc leader d'un championnat, leader de donc Ouais, bien ça pour sûr. moi c'est des enjeux importants, de voilà, ça fait partie en tout cas des éclairages que je trouve intéressants, sur Ouais, des complètement. équipes à très fort enjeu avec des leaders vraiment très, enfin voilà, Ouais, très, très charismatiques. à l'image qu'on peut dire peut-être d'un Carlo Ancelotti au Real Madrid qui, à un moment donné, laissait un peu vraiment cette équipe, quasiment en autogestion parce qu'elle était leadée par des leaders extraordinaires et qu'elle avait développé, ouais, son propre caractère, sa propre façon de fonctionner presque indépendante, quoi. Exactement. Pour moi, c'est vraiment avoir l'idée d'apporter le meilleur, mais sans que ce meilleur soit trop lourd à porter pour l'équipe et vraiment que l'équipe soit aussi capable de développer son propre meilleur et que l'ensemble fasse une cohésion qui se transforme sur le terrain. Ouais, bien sûr. Nous, dans le rugby, je trouve que le Stade Toulousain est un des meilleurs exemples pour ça, avec une présence omniprésente du Mola, mais tu sens qu'à un moment donné, il laisse les rênes et il laisse les joueurs aussi prendre le lead. Il y a un charisme dans l'équipe. Alors dans le Toulouse, il y a en plus là, je trouve qu'il y a un truc qui est très, très fort qui serait intéressant à étudier. C'est le phénomène de croyance qui est très, très fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un héritage, de force et de solidité du Stade toulousain qui fait que instinctivement, ça réactive un sentiment de domination. J'étais en train de travailler dessus d'ailleurs, le sentiment de domination et que, en fait, j'étais en train de travailler sur un truc, que je trouve hyper intéressant.
Bah, je sais pas, en train j'ai fait un réel là-dessus. C'est sur la l'odeur de la sueur. En fait, le cerveau est capable de sentir la sueur de peur. Il fait la différence entre la sueur de peur et la sueur d'effort. Et donc, OK. ça a un impact sur le cerveau. C'est-à-dire que si toi, tu fais partie d'une équipe où des joueurs ont une appréhension et dégagent une sueur de peur, ton cerveau va le ressentir. Et là, tu vas dire: «Oh merde, oh mince, je suis dans l'équipe où il y a des éléments faibles. Je dois m'inquiéter puisque certains sont inquiets». Inversement, si tu fais partie de l'équipe adverse, la sueur de peur de l'adversaire va, quand elle est perçue par ton cerveau, va venir activer, augmenter ton instinct de prédation. C'est un réflexe archaïque. Tu deviens un prédateur plus Bien sûr, important quand tu sens la sueur chez l'autre. bien sûr. Et en Comme plus, ça va comme dans la jungle, quand un animal attaque un animal faible parce que c'est comme ça qu'il peut manger, quoi. exactement, ça réactive ça, ça l'augmente et en plus ça permet au cerveau de mieux performer parce que tu vas augmenter ton attention sélective et tu vas avoir une meilleure rapidité d'action. Et donc ce que je veux dire avec le Stade Toulousain, si je fais le lien, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un tel statut que quand tu intègres le Stade Toulousain, le prédateur, inconsciemment, tu sais que c'est toi, en fait. Complètement. Et donc et ça s'entretient et donc ça crée une identité collective qui devient de plus en plus puissante. J'ai enregistré un podcast avec Bruno Jouan, le kiné du Stade Toulousain, qui y est depuis maintenant une paire d'années, plus de 10, et qui me disait que à chaque fois qu'il y a des moments chauds, les moments des phases finales de coupe d'Europe, de top 14, il disait: «Il y a une atmosphère qui change», et je pense que ça ressemble à ce que tu dis, l'atmosphère elle change, et finalement c'est pas du stress, c'est plutôt de la tranquillité, de la concentration ultime, et finalement c'est une on arrive dans des zones où pour nous c'est le paroxysme de la performance, mais pour autant, c'est pas un moment de stress. C'est un moment Non? où on sait, on est en confiance, voilà. Il me racontait même l'anecdote d'une arrivée au Stade de France pour la finale du top 14 où le bus se trompe de chemin. Ils arrivent, une demi-heure avant le début du match, qui paraît complètement dingue pour une finale. Il dit: «Aucun stress, les mecs étaient tranquilles, on a adapté le timing, il y a pas eu de mecs qui courent même dans le staff, dans tous les sens», et finalement, on a une espèce de culture de la gagne inculquée très jeune, et même historique qui nous permet d'être tranquille, Et oui, quoi. exactement, il y a une identité qui se transmet avec, des croyances positives qui se transmettent et qui renforcent, année après année, voilà, une supériorité parce que je pense que ça agit vraiment véritablement sur vraiment cet instinct de domination, de prédation. Aujourd'hui, le plus gros prédateur, ça reste Toulouse. Enfin, Complètement. pas tout le temps, mais quand même, on va se dire que de Ouais, manière complètement, constante, ça reste. complètement. Génial. Ce petit passage du coup, à Arsenal, on va revenir sur cette histoire de Fabien Galtier du coup qui te rencontre, qui te fait venir à Marcoussis. Tu nous racontes un peu, c'était la première fois que tu mettais un non, c'était pas la première fois que tu mettais un pied dans le rugby du coup? Tu étais déjà un peu installé à Montpellier, c'est ça? Alors non, je connaissais, différents, joueurs de rugby qui sont plus de ma génération, Imanol Rinordoki, Mmh. Vincent Clerc. Que tu suivi? Alors non, pas du tout, avec OK. qui j'étais en relation parce que je suis conférencière et en fait, j'ai fait des conférences avec des parfois en duo avec des athlètes et donc j'avais mobilisé, Imanol et Vincent, sur des conférences. La question c'est, quoi? La question c'est comment tu rentres dans le rugby, du coup, avec Fabien Galtier, et est-ce que tu avais déjà des touches dans le rugby avant que Fabien vienne te chercher? J'avais déjà des contacts parce que, le rugby, c'est mon sport de cœur. Alors c'était pas le sport où je voulais vraiment travailler, mais c'est mon sport de cœur. C'est-à-dire vraiment, c'est un sport qui voilà, où il y a énormément de choses qui me touchent, il y a énormément de choses qui m'intéressent, c'est le sport que je suis depuis, le plus longtemps. J'ai pas du tout une culture de fan, je suis pas une fan. J'aime l'effort physique, j'aime la bataille, j'aime le comeback et le rugby. Donc voilà et donc oui, je connais du monde de par les conférences. Alors je sais pas si ça vient de là, mais en tout cas, effectivement, Fabien Galtier me contacte Donc et finalement, le puis premier vrai travail que tu fais dans le rugby, il est dans l'équipe de France directement. il est auprès de Fabien Galtier. J'aime pas dire, Extraordinaire. dans l'équipe de France parce que j'aurais aimé, ça reste une de mes frustrations, mais en tout cas auprès de Fabien Galtier. C'est-à-dire vraiment sur, voilà ce qui a été prévu, qu'est-ce que, enfin di je pense que, Fabien Galtier, c'est quelqu'un qui aime s'inspirer de personnes et donc il va chercher des personnes qu'il estime être inspirantes et il va faire évoluer sa réflexion, son discours ou voilà, construire ses programmes en fonction de ce qu'il estime être pertinent et donc on va dire que j'ai fait partie de ces personnes-là,
de manière assez distante. J'aurais aimé faire le jump effectivement près des joueurs. Ça s'est pas fait pour diverses raisons, mais parce qu'à ce moment-là, le psychologue qui gère, l'équipe de France de rugby cherche, quelqu'un qui a la même formation que lui, ce qui peut s'expliquer pour travailler en collaboration. J'ai pas la même formation que lui, donc si j'ai été effectivement pressentie par, Fabien Galtier pour joindre, l'aventure coupe du monde, bah, ça ne s'est pas fait à cause de ça. Néanmoins, bah, voilà, le fait d'avoir exposé un peu cette méthode-là, c'est ce qui a fait que, bah, par exemple, Fabien Galtier a mis en place, ce qu'il a appelé la récupération émotionnelle. Parce que je lui dis: «En fait, on s'occupe du physique des joueurs, on va les masser et cetera. Faites un jour off, mais si le jour off, le joueur passe, son temps à ruminer son match, en fait, il y a pas de jour off et qu'est-ce que tu rumines? Tu rumines ce qui émotionnellement est chargé pour toi. Donc il a mis en place la récupération émotionnelle, par rapport au fait que moi j'avais parlé de cette méthode-là et de l'importance de bien réguler tous les cerveaux pour pouvoir être, voilà, vraiment stable. Comment tu récupères Et émotionnellement? Tu peux nous dire un peu? pardon? Comment tu récupères émotionnellement justement? Alors pour moi, si, une récupération émotionnelle, c'est d'être capable d'aller mettre des mots sur d'abord, de créer un lien de confiance suffisamment important avec les joueurs pour qu'ils s'ouvrent à toi. Ça, c'est la première chose et c'est pas évident, notamment si tu fais partie d'un staff et ça, c'est je trouve que c'est une vraie problématique. Si tu fais partie d'un staff, les joueurs vont avoir tendance à te dire ce qu'ils ont envie de te dire parce que le reste, on dira: Si ça me coûte sur les prochaines sélections, on va le garder pour C'est moi». ça, c'est le principe des relations verticales ou horizontales, réussir à avoir un lien de hiérarchie, un lien de supériorité et c'est toi qui mets les noms sur la feuille et en même temps avoir des relations assez horizontales où les mecs peuvent te parler d'homme à homme finalement, d'égal à égal. Ouais. Moi, ce que j'aime bien alors, après tu peux le faire sur du collectif, mais par exemple, tu peux faire des séances collectives, moi je crois beaucoup à ça, où tu vas faire un débrief du match en disant: «Bah, voilà, en fonction de ce qui s'est passé, sur les émotions qui peuvent être, citées, j'imagine que vous avez peut-être de ça, vous avez peut-être de ça, vous avez peut-être de ça. Alors si vous ressentez ça, c'est normal parce qu'en fait, chaque émotion a un signal différent. Une émotion vient te signaler quelque chose qui est censé te mettre en mouvement. Émotion, ça vient du terme movere qui veut dire mouvement. La difficulté chez les individus, c'est que quand ils ressentent une émotion, ils ne savent pas ce qu'elle vient leur dire, ils ne savent pas quoi en faire. Donc tu restes bloqué. Comme je dis souvent, c'est une alarme incendie. Il faut prendre l'image qu'un joueur, quand il a mal vécu son match et qu'il est avec ses émotions et qu'il rentre chez lui, bah, en fait, il est enfermé dans une pièce où il y a une alarme incendie, mais c'est pas que c'est une alarme incendie. Si c'est une alarme incendie, c'est désagréable, ça te casse les oreilles, mais tu Ouais. sais qu'il faut que tu quittes la pièce, tu sais quoi faire. Les émotions, la plupart des gens ne savent pas quoi en faire parce qu'ils ne savent pas ce qu'elles viennent leur dire, voire même parfois ils ne savent pas les identifier. Donc le gros du boulot pour faire une gestion émotionnelle, c'est tu ferais comme avec n'importe qui. OK, c'est quoi tes émotions? Et tu peux vraiment le faire en collectif de façon à ce que chacun prenne le niveau d'information dont il a besoin sans que tu aies besoin de rentrer dans le détail. Comme OK. ça, chacun rentre chez lui et se dit: «OK, je comprends mieux ce qui m'arrive, je sais quoi en faire et je vais pouvoir du coup, je me sens mieux. Même si je fais pas, je me sens mieux, je comprends. J'ai pas un problème, c'est normal». Et d'un point de vue individuel, bah, tu vas, voilà, aller chercher l'émotion, qu'elle soit verbalisée, donner, le signal de chaque émotion et aider le joueur à se mettre en action de manière cohérente pour laisser passer l'émotion. Mais j'ai envie de te dire qu'à partir du moment où elle est verbalisée, comprise, déjà tu as fait les 3 quarts du boulot. Et le problème là, c'est que quand tu es un collectif de 15 joueurs et en fait, 30-35, je pense que les gens, l'émotion, ils la vivent tous très différemment. Et que pour autant, tu es obligé de dire: «Allez les mecs, on y va, on se remonte on se remonte les épaules et on y va» et c'est là la problématique où en fait, tu as un côté, OK, à un moment donné, c'est le collectif qui prime, on y va, tous ensemble, c'est parti. Quitte à laisser les 5-6 mecs qui en fait ont pas géré émotionnellement, ce qu'ils devaient gérer après une défaite et Alors en fait, ce que tu peux faire, c'est, vraiment et c'est ce que j'ai essayé de travailler en tout cas, avec Fabien Galtier. C'est moi, je crois beaucoup à la régulation, d'un collectif. En fait, je pars du principe qu'un collectif et c'est ça que j'ai fait aussi à Arsenal. C'est-à-dire que je suis allée observer leur match, c'était contre le Milan AC, je crois, OK. ou je me souviens plus. Ou Turin, je sais plus. Je crois que c'est le Milan AC. Et donc c'est de se dire que la théo le comportement des 3 cerveaux, la régulation des 3 cerveaux que tu peux avoir chez un individu, tu vas l'avoir dans une équipe. Une équipe, si tu la suis, si tu la regardes et à ce moment, elle va être plus dans l'instinct. Hop là, il y a une action qui l'a fait douter, paf, elle passe dans l'émotionnel, ou elle rentre sur le terrain d'un point de vue hyper analytique, les bons élèves qui déroulent, du coup, ils se libèrent pas, mais c'est propre quand même et tu vois bien que c'est pas ça qui va les faire gagner et donc tu arrives à suivre un peu les mouvements, les variations
en fonction des événements qui se sont passés sur le terrain. Et donc je crois beaucoup à différentes choses, c'est-à-dire percevoir ton collectif dans sa régulation globale, avant le match. Quel discours tu as avant le match? Ensuite, quel discours tu as à la mi-temps et quel discours tu as après? Hyper important de savoir comment tu vas réguler le collectif pour le remettre en selle et l'équilibrer, même si certains il y aura peut-être quelques éléments qui auront besoin de plus. Et ensuite, je crois beaucoup au fait qu'à partir du moment où tu as, formé les joueurs à cette approche, tu peux mettre en place des techniques en match qui permettent de réguler, de revenir par exemple, dans les sensations ou au contraire d'aller activer les émotions parce que tu as formé les leaders de jeu et c'est ce que je vais faire d'ailleurs ce week-end pour la première fois parce que c'est vraiment mon objectif, demain dans le rugby, de former les leaders de jeu pour qu'ils puissent avoir une action en match sur la régulation cérébrale du collectif. Sur le papier, extraordinaire. Ah mais moi ça j'y crois beaucoup et voilà, ça dans mes objectifs dans le rugby, il y aurait alors rugby ou handball, hein, mais je suis très rugby parce que je crois qu'il y a beaucoup à faire dans le rugby et c'est un sport qui me touche particulièrement parce que je trouve que les joueurs de rugby sont enfermés dans quelque chose qui est hyper, difficile à vivre quand même, hein, le stéréotype du gars fort qui doit se gérer. Il peut pas se permettre de faiblesse, dans le vestiaire, il peut pas s'en permettre dans l'équipe et puis, difficilement chez lui parce que, il a pas envie d'en parler, parce que il bah, bon bref, c'est compliqué. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire encore dans le rugby qui n'ont pas encore été explorées. On est juste au début d'un travail sur ce domaine-là. Ouais, complètement, complètement. Surtout que tu parlais du terrain, la fébrilité, surtout au niveau, elle se voit tellement, tellement, C'est ça, tellement quand tu es à tu vois? et tu Quand sens ça que tourne, et limite tous les coéquipiers le voient aussi et pourtant personne ne sait quoi faire, que ce soit le mec personne ne ou sait les quoi gens faire autour et et ce que je trouve exactement. c'est là où ça a du sens. Et ce que je trouve bien, c'est de me dire que si à un moment donné, tu expliques à un collectif, tu fais un décryptage, OK, tout le monde comprend, donc déjà on perd pas pied, hein. On ne subit pas, on sait ce qui est en train de se passer et après tu confies au leader de jeu, la possibilité d'agir, tu réajustes à la fin de chaque match, tu peux faire des grandes choses. Complètement, complètement. Comment tu as trouvé, justement la digestion émotionnelle de cette équipe de France après la défaite face à l'Afrique du Sud, en coupe du monde? Parce qu'après il y a eu un an où ça a été très compliqué et nous on se l'était dit sur le podcast avec lui justement, on disait, «Tu sens que cette équipe, voilà, il lui a fallu quasiment un an pour digérer cet échec». Au point de vue collectif, mais individuel et même les performances de tous ces joueurs après, qui ont repris 2 semaines après comme si de rien n'était. Vite, vite, faut passer l'éponge, faut mettre tout ça sous le tapis, et finalement, il leur a fallu, le dernier tournoi à destination où enfin face à l'Irlande, ça y est, ça a cliqué dans l'autre sens. On est reparti sur un nouveau chapitre, on a clôturé l'autre. Il a fallu un an, Ça, quoi. c'est le ouais, ça, c'est le danger des émotions non gérées. C'est-à-dire que ce que j'explique souvent à un athlète et ça va me permettre d'aborder un sujet que j'ai abordé avec une athlète il y a pas longtemps, le phénomène de fuite en avant. Dans ce que tu me décris et je ne sais pas ce qui s'est passé parce que je sais pas ce qui s'est passé auprès des joueurs, je ne peux pas parler de quelque chose que je connais pas, mais tel que tu me le décris, il y a vraiment ce côté, à un moment donné, quand tu vis quelque chose de fortement douloureux, tu as 2 options. Tu restes dans le douloureux et tu le traites jusqu'à ce qu'il soit cicatrisé et tu passes à autre chose. La plupart du temps, quand c'est très douloureux, notamment les athlètes parce qu'ils ont une démarche très proactive dans leur vie. Un athlète, c'est quelqu'un qui aime prendre les choses en main. Il n'aime pas subir, il aime être acteur. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver chez tous les athlètes. C'est Mmh. vraiment une philosophie, voilà, c'est inscrit en eux, et je me reconnais aussi dans ça. Le problème, c'est que quand tu es dans ça, le phénomène que tu vas faire, c'est te dire: «OK, non, là, c'est trop douloureux, c'est désagréable, donc je vais faire une fuite en avant». C'est-à-dire que je vais me mettre en action pour passer à autre chose. Sauf que tu passes pas à autre chose. Ça te donne l'impression de te mettre en action. Sauf que tu ne t'es pas mis en action sur ce qui te fait défaut, tu t'es mis en action pour oublier ce qui te fait défaut. Forcément, le truc, il reste et au bout d'un moment, bah, ça va mettre beaucoup plus de temps pour se résorber parce que ça n'a pas été résorbé tout de suite. Complètement, complètement. Voilà, Je suis 1000 fois d'accord avec ça et je pense que c'est un travail sur lequel on n'est vraiment pas encore bon, mais que c'est pas que l'équipe de France de rugby, hein, c'est tout le monde, hein, collectivement, on est très mauvais là-dessus. Mais ça, oui, c'est des choses qui sont vraies dans le sport ou dans la vie, hein. On parle de deuil, de choses comme ça. C'est exactement finalement les mêmes cheminements, au niveau pro ou perso là, pour le coup. Heu, exactement. et est-ce qu'il y a une différence entre tu parlais un coup d'individuel, un coup de collectif, c'est des choses très différentes à gérer, un individu ou un collectif?
C'est quoi les ressorts que tu dis surtout pour gérer un collectif? C'est quand même compliqué ça. Non, je trouve pas, que ce soit, alors pour avoir fait de la formation, j'ai vraiment ce double parcours parce que j'ai fait de la formation aussi beaucoup. La c'est juste la posture qui est différente et le niveau d'information. Tu vas pas aller aussi loin, avec un collectif qu'avec un individu, et l'objectif du collectif, c'est de fournir à tout le monde une base de connaissances qui permet à chacun d'être acteur et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il y a pas les sachants et ceux qui appliquent, il y a tout le monde qui sait et qui a vu des petits leviers, parce que l'idée, c'est après de varier les leviers qui peuvent, parler à quelqu'un. Qu'en fait, tu vas offrir une base de connaissances générale à tout le monde, qui va permettre à chacun de comprendre ce qui est en train de se passer. Du coup, il suffit de le dire, il suffit de dire: «Oh les gars, là, ça, on l'a vu, il est en train de se passer ça» et là, paf, tout le monde se reset. «OK, ouais, OK, on comprend ce qui est en train de se passer» et après, beh, chacun peut devenir acteur. Donc c'est vraiment, heu, l'objectif, c'est de donner une base de données globale qui permet à chacun de se prendre en main, de comprendre ce qui se passe pour pas subir. Une équipe qui subit, c'est une équipe qui est comment tu fais? Si tu sais pas ce qui se passe et si tu sais pas comment faire, comment tu fais? Tu attends l'action, il y en a un qui, pour avoir discuté avec des joueurs de rugby, il y en a un qui va tenter un plaquage kamikaze pour remettre en route, son équipe en disant: «Regardez, allez, on est dominant». Heu, et ça marche moyennement bien, mais quand tu ouvres, voilà, un espace de compréhension, tu permets à chacun de pouvoir agir à son niveau Ouais. et si chacun peut agir à son niveau, c'est bien plus puissant. D'un point de vue individuel, tu vas vraiment aller sur, beaucoup plus de détails, avec le tir au but, par exemple, tu vas aller travailler vraiment de la précision. Tu peux travailler alors ça aussi en collectif, on peut le travailler. Tu vas aller travailler sur les moments de blessure. Il faut savoir quand même qu'on peut mobiliser le corps et réduire la perte de masse musculaire par de la simple visualisation. Travailler la confiance du joueur, d'un point de vue neurologique en lui faisant, visualiser ses coups de pied quand il est arrêté. Ce qu'a fait Wilkinson, quand il a été, lui, il l'a pas fait par visualisation, il l'a fait à l'hôpital. Hem, mais voilà, c'est vraiment un travail différent, beaucoup plus poussé d'un point de vue individuel, et beaucoup plus, voilà, scolaire, pas scolaire, mais je sais pas comment dire, plus global, ouais, plus global Ouais, sur le collectif. sur les sur le collectif et je crois aussi beaucoup au décryptage de match en disant: «Bah, là, vous avez switché, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je crois que c'est quand machin fait ça. OK, en revenant en vidéo, effectivement, vous voyez cette action-là, vous a tous embarqué. OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que» alors voilà, c'est votre émotionnel qui a pris le dessus ou le fameux, voilà, les fins de match, tu vois le chrono qui défile. Du coup, tu as ton système limbique qui se met en mode alarme et du coup, tu perds ta lucidité parce que ça a un impact, sur ton champ de vision. Ta perception visuelle est rétrécie quand ton système d'alarme, s'active. Donc voilà, tu vas expliquer plein de choses, hein, voilà, ce que vous avez fait, c'est ça, du coup, vous avez manqué de lucidité, du coup, il s'est passé ça, qu'est-ce qu'on peut faire la prochaine fois? Et voilà. C'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à faire, Aurélie. De trouver des images de match, C'est ça. voir Ouais, c'est comment ça. voir le moment où tu sens bien que ça switch et le montrer par des images et des comportements et des attitudes, ça serait passionnant. Exactement. Bah, écoute, avec plaisir. Écoute, vous nous dites, ceux qui écoutaient là, après coup là, faites-nous un retour si ça vous tenterait, si, vous avez des exemples de matchs, si, des choses comme ça. Faites-nous des retours, ça nous intéresse. On va passer du coup de nouveau sur ces 3 cerveaux là, il est presque midi déjà. Hem, J'aimerais bien, de façon assez concise, c'est peut-être des extraits qui vont finir sur les réseaux sociaux pour te dire tout. Tu parlais de ces 3 cerveaux là. Du coup, ce côté très instinctif, très corporel, ce côté très affectif dans l'émotion et ce côté très analytique dans le process, dans l'apprentissage. 3 cerveaux différents. Dis-moi rapidement, quelle est la chose la plus importante à travailler pour quelqu'un qui est à fond, ce qui est assez rare, dans l'instinct, qui est tout le temps dans l'instinct, dans l'instinct, dans l'instinct? Alors ça dépend de son cerveau faible. Alors encore une fois, je rappelle, hein, on n'a pas 3 cerveaux, c'est OK, juste une caricature. C'est important de le dire c'est vrai. parce que sinon on va se faire tomber dessus par les scientifiques. On n'a pas 3 cerveaux. Mais si on catégorise l'activité neuronale en fon dans ces 3 catégories-là, quelqu'un qui est alors on va plutôt parler, si tu veux bien, des manquements. Oui, Si ou ton plutôt que de cerveau parler de faible son point fort, c'est son point faible principal. voilà. OK. Pour te donner un exemple, j'ai eu des sportifs ultra instinctifs, qui avaient aussi de l'affect, en milieu et le cerveau faible, c'est le cerveau analytique. La typologie du joueur, ça fait un joueur qui va avec le cœur, qui réfléchit pas. Par contre, il apprend pas de ses erreurs. Il est capable de se prendre des cartons à tout va, parce qu'il s'est trop enflammé. Il a du mal à gérer sa carrière. Il n'est pas bon dans la gestion de sa carrière parce qu'il ne réfléchit pas. Il a pas un fil con il a du mal à se projeter,
d'accord? La fonctionnalité analytique te permet de te projeter dans l'avenir, de revenir dans le passé, d'apprendre de tes erreurs et d'ailleurs, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes ont du mal à être dans l'instant présent parce qu'elles sont tout le temps, quand elles ont un analytique trop fort. Quand tu as un manque d'analytique et ben, en fait, il faut que tu te consacres des temps, petit à petit, pour poser les choses. C'est tout bête, hein, c'est tout con ce que je veux dire, mais je crois beaucoup aux petites choses qui ont des gros effets. Tu vas faire des listes, tu vas mettre dans un tableau. Par exemple, ça peut être intéressant pour un joueur qui manque d'analytique, à la fin d'un match ou le lendemain, plutôt quand il a la tête un peu froide, de se prendre 2 minutes pour dire: «OK, quels sont les 2 trucs que j'ai bien fait? Quel est le truc que je dois améliorer, que j'ai pas bien fait?» Et tu te fais un petit fil conducteur analytique, un peu une méthode qui te permet de suivre match après match si ce que tu voulais améliorer, tu l'as amélioré, tu le notes de 0 à 10 jusqu'à ce que tu aies atteint un 9-10. Quand tu as atteint un 9-10, tu refais sur un autre match et ça te permet de structurer, de commencer à avoir une vision, à avoir une évolution. Parce qu'il y en a beaucoup de joueurs qui sont coincés dans un espèce de truc comme ça. On va les trouver très inconstants et surtout, on va avoir du mal à les faire monter en compétences. Donc là, c'est vraiment structuré et utilise ton cognitif pour faire ça, quelques instants, 1 ou 2 jours après le match, pour toi, dans un fichier et tu suis ton fichier. Voilà. Pas quelque chose de trop compliqué parce que quand on n'est pas habitué, ça va consommer beaucoup d'énergie. Alors il faut savoir, quand même, je précise, que quand tu travailles ton cerveau faible, tu n'as pas envie. Pourquoi tu n'as pas envie? Parce que tu es en train de faire de la musculation dans la partie la plus faible de ton corps. Moi, par exemple, j'adore les squats, eh ben, je déteste les pompes. Je te le donne en mille. Je suis beaucoup plus forte bas du corps que haut du corps. Donc, c'est pareil avec le cerveau. Ouais. Dès que quelque chose te fait défaut, tu n'as pas envie de le travailler parce que ça te consomme de l'énergie. Quand tu as conscience de ça, tu te consacres un tout petit temps et tu commences à travailler et surtout tu dis: «OK, je suis en train de m'entraîner là, je suis en train de muscler mon cerveau», même si le cerveau n'est pas un muscle. Je suis en train de muscler mes capacités et donc ça va être bénéfique. Mais il faut avoir conscience quand même que ça consomme de l'énergie. Tu as vite fait de te dire: «Bah, vas-y, je fais autre chose». OK. Ça typiquement, c'est un joueur qui est très doué quand même de base, qui est capable de coups de génie assez extraordinaires, mais qui est inconstant, qui va à un moment donné péter un câble, faire un c'est un joueur fidjien quoi. On a quelques noms qu'on ne citera pas. Voilà. C'est un Fidjien, quoi, si on résume en 2 secondes, qui sont instinctivement les meilleurs joueurs de rugby qui existent sur la planète, mais qui partent un peu dans tous les sens, mais même culturellement, même au niveau de l'éducation, tu vois? Ouais, Ça fait partie de ça aussi, purement instinctif, quoi. c'est ça. Quand Heu, tu as ton émotionnel qui est mmh, un peu faible, là, l'idée, c'est d'aller c'est quel genre de profil des joueurs qui ont le cerveau émotionnel j'ai ra assez j'ai faible? rarement eu ça, j'ai rarement eu ça. J'ai eu alors, il m'est arrivé de rencontrer, mais pas vraiment dans le milieu du sport, des instinctifs analytiques, c'est-à-dire ou des analytiques instinctifs, des personnes qui, réfléchissent et sont dans l'instant, mais il manque le côté cœur. Il y a pas le c'est d'ailleurs des personnes qui vont être assez, qui vont avoir du mal avec la cohésion avec les autres. Ils vont faire leur vie. Alors c'est pas le profil le plus marqué. Néanmoins, si c'est votre cas, et ben là, en fait, il faut juste développer sa culture émotionnelle. Donc être capable de se connecter aux gens, parce que ce sont des personnes qui se connectent pas. Tu leur parles de tes problèmes, ça ressort là en moins de 2 minutes. C'est plié, ça les intéresse pas. Mais là, c'est de vraiment d'aller développer sa culture émotionnelle dès qu'on voit quelqu'un en émotion. Qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi ton émotion? Vraiment essayer d'aller se connecter aux autres pour essayer de comprendre. Faire l'effort de comprendre l'autre dans son état émotionnel, parce que ça va développer votre propre culture émotionnelle. Alors c'est pas évident parce que généralement ces personnes-là vont fuir les situations émotionnelles. Elles ne savent pas quoi en faire, donc elles ont tendance à fuir. Bon bah là, il faut faire l'effort de rester et essayer de voilà, d'essayer de comprendre. Vous pouvez aussi vous Ouais. acheter des bouquins sur les Si émotions pour essayer de les identifier. si tu en as pas croisé beaucoup, surtout dans le rugby, c'est peut-être parce que justement c'est un sport collectif et que du coup, sans affect, sans lien aux autres, c'est compliqué de s'intégrer dans une équipe et de faire un sport co Exactement. tout simplement, quoi. Dans le rugby, on a énormément d'affectifs. C'est vraiment le point commun, au rugby, c'est la propension de joueurs affectifs qu'il y a, en première prédominance ou en deuxième prédominance chez les joueurs. Ouais. Et même si des fois, Hem, on fait tout pour se dire que c'est pas ça, attention, hein, ça veut pas dire qu'on a un cerveau qui est très dans l'affect, que nous on transmet beaucoup d'affect, tu vois? On est d'accord, c'est 2 choses différentes. exactement ça. On peut être beaucoup dans l'affect et que ça se voit pas, parce Mmh. qu'on le cache et ça arrive même dans pas mal de chez pas mal de sportifs, notamment hommes, parce qu'il y a ce côté où l'émotionnel et l'affect est relié au féminin. Ou à une forme de faiblesse, une forme de porte d'entrée qu'ils ont pas du tout envie d'ouvrir parce qu'ils ne savent pas qui va s'y engouffrer
Donc c'est pas parce qu'on cache ses émotions qu'on n'est pas un affectif. Complètement. Voilà. Ouais, ouais. Il y a quelques joueurs de rugby qui ont appris qu'ils étaient des affectifs, après qu'on ait bossé ensemble. «Ah non, 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 ah oui, si. Ah oui, si, si, en fait». Bah oui. Bien sûr. Non, mais bien sûr, c'est vrai. Tu vois, j'enregistrais c'est marrant, à chaque fois, ça me fait penser à plein de choses. J'enregistrais justement au Racing encore avec Hassan Kolingar, pilier gauche du Racing, international français, qui vient du quartier, du fin fond de Seine-Saint-Denis, qui a vraiment vécu dans des quartiers pas cool, une enfance assez compliquée et lui, il le dit, pour le coup, il le verbalise, le rugby de un m'a sauvé, mais de 2 c'est là que j'ai créé des liens, c'est là que je me suis senti faire partie de quelque chose et quand j'allais marquer ou quand j'allais faire un gros plaquage, c'était pas pour moi que je le faisais, c'était pour les 14 autres autour et c'est la première fois que je me sentais membre de quelque chose, en fait, tu vois? Et c'est ça que je suis venu rechercher. C'est pour ça que je veux être au haut niveau et que je veux un lien fort avec mes coéquipiers, tu vois? Et ça, typiquement, c'est de Une l'affect. famille, bah, ça me fait penser aussi à Fulgence Ouedraogo qui a trouvé une famille aussi, hein, de par son histoire. Il a trouvé une famille, pour en avoir discuté avec lui, pas mal parce que je le connais bien, on n'habite pas loin. C'est quelqu'un qui a trouvé une forme d'appartenance grâce au rugby Mmh, et des racines. Voilà, donc quelque chose de très, très fort. complètement. Dernier point, ça, c'est peut-être un peu plus courant pour le coup, quelqu'un qui manque, d'instinct, qui manque de, ce flow, cette espèce de Alors laisser aller. ouais, l'instinctif, alors le flow, c'est une combinaison pardon de plusieurs choses. D'accord. Mais si vous manquez d'instinctif, je vais vous donner un conseil que j'adore donner, un entraînement hyper simple. Vraiment, il y a pas plus simple. Heu, quand vous êtes sous la douche, quand vous êtes sous votre douche, soyez sous votre douche. Entraînez votre perception à être présente sous la douche. Je sens l'odeur du savon, je sens le contact de ma main quand je me lave, je sens la température de l'eau couler sur mon corps, sur mon dos, où est-ce que ça coule, où est-ce que ça coule pas. Juste, je me prends cet instant qui dure pas longtemps, en 2 minutes, pour entraîner mon cerveau de la perception et sortir de l'automatisme. Je prends une douche et puis après, je me sens sous les bras pour savoir si je me suis bien lavée parce que j'ai complètement oublié. Je suis Et déjà en là, train je de reviens. réfléchir à ce que je vais faire, juste après. Je suis encore en train de à ce réfléchir que à ce je que j'ai fait juste avant. Exactement. Donc la douche, moi ce que j'aime bien, c'est la question du rituel qui revient. Vous pouvez utiliser la douche, ça marche pas mal. Vous pouvez utiliser un repas, celui que vous voulez dans la journée, pour être vraiment connecté à ce que vous êtes en train de manger, les sensations et cetera. C'est vraiment développer la qualité de l'instant présent, de la sensation. Ça paraît tout bête, mais quand vous avez fait ça, eh ben, vous ouvrez un espace-temps sur: «OK, c'est possible. Ah puis, OK, c'est possible. Oh puis en plus c'est agréable, dis donc». Parce qu'il faut pas oublier que quand tu fais ça, tu récupères. Tu es dans le cerveau de la récupération et il y a énormément de joueurs qui n'arrivent pas à être dans le cerveau qui n'arrivent pas à être dans le corps et donc pas à optimiser la récupération. Donc quand tu fais ça, tu vas passer de: j'arrive à le faire tout au long de la douche, ça devient de moins en moins compliqué», à: «J'arrive à le faire, c'est de moins en moins compliqué, je prends du plaisir à le faire». Puis vu que je prends du plaisir, paf, j'arrive à le faire aussi sur le terrain, puis j'ai envie de le faire sur d'autres instants et à partir de là, bah, en fait, tu arrives à entraîner tout seul ta capacité de Ça perception. finalement, c'est ce que ta joueuse d'aviron, elle avait plus. C'est aussi ce que Laure Manouboulou, elle avait plus. Exactement, C'est ça, c'est la mmh, perte ouais, exactement. On passe dans un moment de ta carrière où très parce robotique. qu'émotionnel, tu vas pas bien, ouais, tu deviens un robot, donc soit tu es complètement dans l'analyse, tu n'as plus la perception parce que ce qu'il y a de fabuleux dans la sensation, c'est que c'est le seul alors, si je devais faire un classement, la sensation varie de minute par minute. Tu vois, là, par exemple, si toi, tu es connecté à tes sensations, eh ben, elles sont pas pareilles quand on a démarré le podcast. Là, tu commences peut-être à avoir faim. Donc, elles varient. Elles varient de minute par minute, heure par heure. Donc, c'est ce qui varie le plus souvent. C'est la source d'information la plus directe et la plus juste que l'on puisse avoir. Les émotions, elles vont varier plus avec beaucoup moins de variations. Tu vas avoir des émotions dans ta journée, ça va être plutôt ça. Puis un élément dans ta semaine va peut-être émettre un peu plus d'émotions que d'autres. Tes pensées, tes pensées, elles sont liées simplement à quelque chose d'assez neutre. Elles sont surtout liées à ton état émotionnel. Tu vas avoir ou à tes sensations. Tu vas avoir des pensées désagréables parce que les deux autres sont pas bien. Et donc, du coup, quand tu es dans ton corps et que tu es relié à ton corps, tu as la source d'information
de variable qui te permet le plus de pouvoir t'ajuster. Et donc, ne pas y être connecté, c'est ne pas se dire: «OK, quel est mon niveau de fatigue? Quel est mon niveau de tension? Elles sont où les douleurs? Comment je fais? Il est où le plaisir? Tiens, là, j'ai fait ça, waouh, ça c'était vachement bien. Oh là, j'étais dans le geste parfait, je l'ai senti». Quand tu fais un geste parfait, tu le sens tellement. Et ben, en fait, quand tu as l'information, ça nourrit, bah, aussi, ça nourrit toute ta motivation, tout ton plaisir. Si tu perds ça, tu deviens un simple robot. C'est ce qui arrive chez des gens qui se déconnectent de leurs sensations, qui ont l'impression que le lundi ressemble au mardi, qui ressemble au mercredi, qui ressemble au jeudi, qui ressemble au vendredi. Pas parce que ça ressemble, mais parce qu'ils sont plus connectés à leur corps. Complètement, ça fait sens. Ça, c'est une grande proportion des athlètes que tu suis? Pardon? C'est une grande, proportion des athlètes que tu suis, des gens qui sont comme dans ce système-là? Je dirais que c'est une grande, ouais, c'est une alors ils en ont l'intuition, ils en ont conscience plus ou moins quand ils viennent me voir, mais en fait, il faut savoir que alors on va dire que le point commun des gens qui ont tendance à se rapprocher de métiers, comme le mien pour pouvoir augmenter leur potentiel et moins subir, sont souvent des affectifs. Parce que l'affectif, c'est la personnalité qui va être la plus facilement stressée et anxieuse et c'est donc la personnalité qui va le plus se remettre en question. Alors des fois, c'est pour le mauvais parce qu'elle va douter d'elle-même assez facilement, mais c'est aussi la personnalité qui va le plus acquérir de connaissances et d'outils parce que c'est celle qui cherche le plus à ne pas subir ses émotions, en fait. Comment tu gérerais, dans ce cas-là, par exemple, quelqu'un qui craque sous la pression? Prenons l'exemple d'un buteur, juste sur le tir au but de la gagne à la 80e minute ou un mec qui rate son lancer, où il y a le regard des autres qui est assez puissant, où il y a des émotions qui peuvent arriver, à ce moment-là. Qu'est-ce que tu gérerais? Du coup, l'idée, ça serait de se détacher de cet affectif pour aller retourner dans l'instinctif, dans l'analytique et explique-moi un peu ton process là-dessus. Alors ça dépend ce que tu veux faire, c'est-à-dire on part du principe, c'est la fin de la compétition et De la le tir gagne, au but de la gagne et il l'a pas eu, il l'a exactement. pas fait. Et ça fait 3 fois qu'il l'a et à chaque fois, il la rate à ce moment-là, alors qu'il bute super bien, mais là, il craque. Alors, si on est au début du travail ensemble, je lui dirais: «Attendons d'avoir les résultats du travail ensemble». Non, l'idée c'est de se dire d'abord la première chose, c'est de se dire, qu'il y a quand même quelque chose d'assez, quelque ch alors j'essaye en fait, chaque contexte est tellement particulier que Ouais, je j'essaie sais vraiment bien, je sais d'organiser bien. mes pensées, mais on va dire que dans les grandes, généralités que j'irais lui dire, c'est, la première chose, c'est qu'un sportif, tu peux faire ce que tu veux, tu ne maîtrises pas le résultat. Tu ne peux pas contrôler le résultat. On peut se donner les moyens d'avoir le meilleur résultat, mais à la fin, tu ne contrôleras pas le résultat, c'est pas possible. Donc l'idée, c'est de se dire: «OK, est-ce que j'ai mis en place, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir, moi, être bien à ce moment-là?» Si la réponse est oui, ça arrive. Ça peut être un manque d'expérience, ça peut être plein de choses. Vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui a généré ça. Ensuite de soulager la question du résultat. Alors malheureusement pour les buteurs, je pense à la pression que peut subir un Thomas Ramos par exemple, qui a eu plusieurs tirs au but de la gagne d'ailleurs, hein, et ça aurait pu ne pas être le cas. D'ailleurs je crois qu'il y a une fois dans sa carrière où ça n'a pas été le cas et ça l'a énormément marqué. Là l'idée c'est de se dire, tu es à un poste de visibilité, donc malheureusement, forcément la charge de retour elle est aussi très importante et après c'est de ramener moi j'aime bien ramener le l'athlète et au-delà de l'athlète, l'individu sur, le chemin, en fait. C'est-à-dire que je pars du principe que le sport est un terrain d'expression, que ta vie elle a existé avant et qu'elle va exister après et que dans ce terrain d'expression, tu es venu chercher des choses, tu es venu développer des capacités et que la seule chose sur laquelle tu peux vraiment porter ton attention, c'est l'évolution positive de ton chemin. Et forcément que sur ce chemin-là, bah, il y aura des événements où, bah, tes capacités seront un peu en dessous, il y en aura d'autres où tu seras complètement au-dessus, mais on c'est pas linéaire et toi, la seule chose que tu peux sur laquelle tu peux vraiment parier, c'est: «Je reste centré sur mon chemin, je continue d'apprendre de chaque moment, je continue d'évoluer». Oui, c'est douloureux, ça fait partie du jeu. J'ai aussi choisi une expression de mes capacités, dans quelque enfin choisi. Ils ont pas tous choisi l'exposition qu'il y a autour de leur sport et beaucoup le subissent. Plusieurs le subissent quand même. Mais j'ai choisi quand même une exposition qui fait que, bah, c'est le jeu aussi. Donc j'ai le fabuleux de ce terrain d'expression et puis parfois j'ai le dur aussi et donc ça fait partie aussi de mon métier de savoir,
bah, gérer ces instants-là parce qu'en plus, c'est ce que je leur dis, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. On ne peut pas Je peux pas te dire qu'après avoir bossé avec moi, tu mettras, à 100 de tes tirs au but. C'est pas possible. Par contre, je peux te dire que après le travail avec moi, tu te sentiras beaucoup plus en confiance et tu auras les outils pour gérer tout type de situation, ce qui fera que dans la constance de tes compétitions, bah, toi, tu vas être plus solide. Ce qui Complètement. ne veut pas dire qu'il y aura pas de raté, mais toi, tu t'effondreras pas après un raté et tu te prendras pas pour Dieu après, non plus, des victoires et tu sauras t'adapter à tout type de situation sans les subir. Complètement. Est-ce que parfois tu vas du coup justement leur dire, comme on le disait avant, de quitter ce mode un peu, par défaut pour aller se retrouver dans ce mode, exécutif? C'est quelque chose sur Ouais, lequel en fait, tu peux aller chercher? tout à fait, on travaille là-dessus donc alors déjà par exemple, tu sais, sur le tir au but, quand tu vas mettre en place une routine, ce qui m'arrive assez souvent avec des tireurs, enfin tout le temps d'ailleurs. Dès que tu mets en place une routine, tu fais revenir le joueur dans un système exécutif. Là, je marche, là, j'active ma respiration abdominale parce que souvent, ça, c'est un truc auquel les joueurs pensent pas, mais à partir du moment où tu sais que tu vas buter, le moment où tu te diriges sur ton ballon, je leur dis toujours: «Utilise ce temps-là pour activer ton système nerveux parasympathique parce que ça va te permettre de réguler tes fonctions, les ABC et d'avoir du coup un corps qui tremble moins, des fonctions physiologiques moins activées, ce qui va te permettre d'être beaucoup plus détendu sur ton tir au but. Enfin voilà. Et donc déjà, on est dans une routine qui fait qu'il sait ce qu'il a à faire et donc il active ses fonctions exécutives. La plupart du temps, ça va être des choses comme ça. OK, génial, génial. L'idée en fait, c'est de oui, de tout de suite parce que tu vois, moi, ce qui me fascine toujours, c'est le nombre de joueurs qui me disent, «OK, je reste dans mon système exécutif. Là, tout de suite, je me mets là, je vais chercher, je prends ma bouteille d'eau, je pose mon tee, je fais mes pas, je pense à ci, je pense à ça. OK, très bien» et ben, en fait, tu te rends compte que même parfois, ils prennent pas le temps avant de frapper, de réfléchir, de penser à ce qu'ils visent et cetera, parce que justement, ils veulent surtout pas, à aucun moment, aller dans le mode, enfin, par défaut ou alors, avec de l'affect, tu vois? Et repartir et trucs comme donc en fait, c'est aussi une fuite vers l'avant parfois. Exactement. Là, ce que tu racontes, c'est une fuite vers l'avant. Et souvent, ça m'est arrivé là, j'ai récupéré une joueuse de tennis et on parle de la question de la routine. Et elle me dit: «Ah, mais c'est bon, moi j'ai mes routines». Et il y a une confusion entre routine et rituel. Le rituel, c'est là pour masquer la croyance ou pour occuper l'esprit pour pas qu'il fasse autre chose. La routine, c'est pas du tout ça. La routine, par exemple, une routine, elle est connectée au corps. Quand je redescends et que je marche, je sens mes pas sur le sol, j'abaisse ma respiration. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur tes 3 fonctions, tu ne peux pas mobiliser, tu ne peux pas mettre, comment dire? Le volume de ton énergie cérébrale, il est limité. Quand tu suractives une de tes catégories, l'énergie qui reste pour les autres, elle est diminuée. Donc l'intérêt, ce que j'appelle l'intelligence situationnelle, c'est de choisir quelle catégorie, quelle zone, quel cerveau tu vas suractiver, ce que j'appelle une suractivation cognitive, parce que tu vas réduire l'activation des 2 autres. Moi, je choisis souvent de suractiver le corps, bah, parce que ça prépare au tir au but, ça va stimuler, ça va stimuler le cortex moteur, la mémoire perceptive, tous les éléments dont on a besoin pour pouvoir tirer au but. Et donc, moi, je vais saturer cette partie-là. Donc, je vais dire aux joueurs: «OK, tu marches, tu te connectes bien, tes pieds dans tes chaussures, abaissement de la respiration et on est connecté, sensation». Et plus tu surcharges le cerveau du corps, moins tu peux surcharger les 2 autres. L'autre, on est plutôt dans un système émotionnel de pour masquer mes émotions, sans être vraiment connecté, je fais pour faire parce que ça Exactement. m'évite de penser. C'est pas du tout la même chose. Ouais, complètement. C'est infime la différence, mais en fait, ça change absolument tout. Entre vite, Ça vite, vite, change tout. se mettre dans la sécurité là-dedans et surtout rien penser et voilà. Au final, tu te fais bouffer C'est ça. finalement par ça, quoi. À un moment donné, en fait, au moment où tu vas tirer, au but, il y a un moment donné, comme je dis souvent, tout ce dont tu prends pas conscience, c'est des grenades. Tu l'as dégoupillée, tu sais pas à quel moment elle va te sauter à la figure, mais elle va te sauter à la figure. Mmh. C'est marrant, hein, comme Tu as des pas fois envie que ce soit en match. ouais, bien sûr. C'est marrant quand même comme des fois on a le don pour s'auto-saboter. C'est quand même dingue et c'est souvent ça, en fait. Souvent toi le nom je me rappelle d'une fois, toi je vais te avant que tu me répondes, je je butais à l'époque, après je butais plus pendant un moment dans ma carrière et à un moment donné, match quand je suis revenu dans mon petit club en fédératoire, je dois rebuter parce que j'avais pas buté de presque 2 ans et puis les 3 buteurs qui étaient, assignés à ce rôle, blessés.
et là je bute, j'avais pas buté depuis 2 ans. Je me rappelais même plus de mes repères, de mes pas d'élan, de mes trucs machin. J'ai fait 100, j'ai fait 6 sur 6 en coin et cetera. Je me suis juste, vite fait rappeler de la sensation et trucs machin et en fait, je suis resté à quelque chose de très primaire, de très basique et en fait, tu fais 6 sur 6 en coin et tout, le long de la touche et tu te sors de là et tu te fais: «Putain, mais je me suis tellement pris la tête autour de tout ça» et finalement là, comme ça, sans se prendre mais à aucun moment la tête, sans avoir même le temps, avoir le temps de se prendre la tête, il y a pas de souci quoi, en fait. Exactement. C'est, le fait d'être connecté au bon cerveau pour ce que tu dois être en train de faire et ça change tout et ça se travaille, en fait. C'est pas Ouais. quelque chose qui peut se subir et quand tu ouvres ce levier-là, bah, en fait, tu t'ouvres un voilà, des fenêtres de potentiel qui sont, assez monstrueuses, en fait. Ouais, complètement et tu vois, on va arrêter là-dessus, c'est parfait. S'ouvrir le potentiel et des fois, on se rend pas compte parfois qu'on a des freins et aller chercher, aller les chercher, aller les avoir la volonté d'être capable de les découvrir, tu vois? Je trouve que c'est ça le travail le plus dur finalement. Après ça s'ouvre. C'est clair et juste, je voudrais dire quelque chose, pardon, parce que j'ai failli Vas-y, réagir vas-y. à ça. Ça, c'est juste pour lever un peu le côté souffrance. Quand tu as dit: On a le pouvoir de on a vraiment le don de s'auto-saboter». Moi, je crois su enfin, je veux juste changer ça en disant que, il y a personne qui s'auto-sabote, c'est juste des individus qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont Complètement. et quand tu as pas beaucoup, quand tu as pas assez d'outils ni assez de compréhension, bah, forcément ce que tu fais, c'est pas terrible. Ouais, Et ça paye pas forcément. Mais, l'individu, il est câblé pour essayer de toujours, se sortir des situations, même si c'est par des fuites en avant. C'est pas l'idéal, mais à cet instant-là, c'est ce que je peux faire, donc je le fais. Et donc après, c'est justement, bah, plus on a d'outils, plus on comprend et plus du coup, et ben, en fait, on peut vraiment, vraiment se réguler de manière intelligente. ouais, parfait. Tu as conclu parfaitement, un peu d'indulgence aussi envers soi-même et en disant que tu fais le maximum Ouais. avec ce que tu as pour l'instant et on va te rajouter des nouveaux outils pour aller chercher autre chose, quoi. Voilà, moi j'aime bien dire: «Vous n'avez pas un problème, vous avez juste des limites cérébrales, donc il suffit de les identifier et de les travailler». Magnifique. Tu vois, je retiens ça de cette discussion, je retiens vraiment cette histoire des 3 cerveaux là, elle a du sens et en fait, ça permet de et vraiment pas que pour le sport, pour le côté vraiment perso Mmh. aussi, de se dire: «OK, c'est vrai que je suis pas trop là-dedans quand même. Je suis vraiment plus du tout instinctif, naturel ou alors mes émotions quand même, c'est vraiment pas top ou alors, là, au niveau process, c'est pas de» je trouve qu'on a vraiment des choses très concrètes à activer ou sur lesquelles est ta vision aussi que je retiens de se dire: «OK, ça peut se travailler là, sur la douche, ressentir un petit peu quelque chose, ça peut se travailler, prendre un carnet et marquer, ce sur quoi tu es pas bon» et finalement ça on a vraiment des activations assez concrètes et voilà et puis ce parcours quand même qui est assez exceptionnel. Merci de nous avoir fait partager tout ça, je me suis régalé en tout cas, la Formule 1, Moi aussi. Arsenal, l'équipe de France, c'était un bon moment. Ouais, merci beaucoup, pour cette, visibilité et pour l'échange, c'était top. Et j'ai une question pour clôturer à chaque fois un épisode. Quel invité tu aimerais bien voir sur ce podcast? Quelqu'un que tu connais bien. Il m'écrit Formule 1 derrière. Quelqu'un que tu connais bien, qui pourrait nous apporter quelque chose, tu vois? Quand même connecté un petit peu au rugby. Pas genre un de tes collègues, sur le même profil que toi, vraiment différent. Voilà, quelqu'un à qui tu penses, j'en sais rien moi, un joueur, staff, quelqu'un que tu penses Et merci Erasmus, mais ah, non, je ne le connais pas. Non, quelqu'un que je connais bien, qui pourrait apporter quelque chose, hem, il y a, je pense à un prépa physique dans le sport auto, qui est spécialisé en neuroathlétisation, qui connecte beaucoup le cerveau avec la puissance de certains muscles et c'est assez bluffant. Il est allemand et ouais, je trouve que lui pourrait avoir un tu vois, pour l'avoir conseillé à certains et une ostéopathe dingue aussi que j'ai, qui est fantastique. OK. Et j'ai une psychologue aussi géniale. On est obligé d'être resté dans le francophone par contre. Je parle anglais, mais le problème, c'est que Ouais. j'ai beaucoup de mes auditeurs qui parlent pas anglais. Alors j'ai une ostéopathe géniale qui est, spécialisée dans la commotion et qui a une approche vraiment, vraiment particulière. Son mari est un ancien joueur de rugby. Elle a suivi plusieurs joueurs, de Montpellier notamment, anciennement, et actuellement aussi et je trouve qu'elle a une approche, géniale. Génial. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Diana Taylor Trop Duvigneau. bien, magnifique, trop bien, tu me Voilà. mettras en contact. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, je me suis vraiment régalé et je pense que les gens qui nous écoutent aussi,
En ayant échangé un peu avant avec toi, avant qu'on commence, je savais à quoi m'attendre, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas savoir à quoi s'attendre quand ils vont voir, Aurélie Lamy, préparatrice cérébrale. Ils vont dire: «C'est quoi de ce truc?» Et je pense qu'ils vont en sortir, un petit peu changés de cet échange et finalement c'était le but. Mieux. Tant mieux. Merci beaucoup, en tout cas. Salut à tout le monde et salut Aurélie. Merci d'avoir écouté l'épisode. Si vous aimez le travail réalisé et que vous voulez nous soutenir dans notre aventure, ça se passe sur le Tipeee Rugby Physio. On est un média indépendant, donc on a besoin de soutien. Le lien est dans la description. On tient aussi à remercier notre partenaire annuel Sport Easy, l'application des clubs qui grandissent. 12 000 clubs gagnent déjà du temps en l'utilisant et c'est pas un hasard. Rendez-vous sur sporteasy.net ou sur l'application en venant de la part de Rugby Physio pour entamer la prochaine saison sur de bonnes bases. En attendant le prochain épisode, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux de Rugby Physio. C'était depuis le début. À très vite.